Cette hebdo-édition du dimanche 10 septembre 2023. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Au cœur d'une affaire de détournement de fonds liés à la pandémie Covid-19 dans le cadre du Paycheck Protection Programme initié en 2020 par le gouvernement américain. Pour apporter un appui aux entreprises touchées par la pandémie, Eric Tato a pu obtenir le 8 septembre dernier de la justice américaine sa libération sous caution lui qui avait été interpellé quelques jours avant est placé en détention provisoire. Si sa comparution semble ne pas être directement liée au dossier Cameroun, l'homme a cependant vu se multiplier ces derniers mois des plaintes déposées contre lui aux États-Unis par maître Emmanuel Salai, avocat des victimes et familles des victimes du conflit dans le Cameroun dit anglophone. Impact et répercussions des ennuis judiciaires d'Eric Tato, présenté par certains comme l'un des financiers du mouvement sécessionniste sur le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. On en parle en sujet principal. Drame au lieu-dit Monté-Jouvence au quartier Mendon à Yaoundé. L'épouse du coordonnateur général du MRC incarcéré à Kondengi a été assassinée ce mercredi 6 septembre au domicile conjugal. Alors qu'une enquête est ouverte, le parti n'exclut pas la main politique derrière ce crime, comme pour lui faire payer son engagement politique, mot du service de la communication du MRC. C'est notre sujet d'entrée comme à tous les panélistes. Et pour sortir de cette émission, on dira un mot du match du 12 septembre. Vous le savez, le Cameroun croise le fer avec le Burundi dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. On parle de tous ces sujets avec vous, Pierre-Emmanuel Bignam. Vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à tous mes copanélistes. Un bonjour particulier à tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comme vous l'avez indiqué dans votre propos liminaire, le MRC est endeuillé. Le MRC est endeuillé. Nous avons perdu une de nos militantes qui était très engagée aussi, en dehors de l'engagement de son mari. C'est un drame qui a frappé la famille MRC une fois de plus. Et nous sommes sans voix. C'est pour ça que, avant de commencer tout propos, je vais m'incliner devant sa mémoire, la mémoire de Madame Suzanne Zamboué, l'épouse de notre ami politique Pascal Zamboué, qui est clouée dans les prisons. On aura l'occasion d'en parler en sujet d'entrée. Pour un emprisonnement de 7 ans. On aura l'occasion d'en parler. Mais votre sujet d'entrée, rapidement, j'aimerais avec vous qu'on revienne sur la toute dernière sortie de votre président national, Maurice Kamto, qui a répondu, on va le dire ainsi, à 2 communicants du Rassemblement démocratique du Cameroun, qui estiment que l'armée devrait faire un coup d'État si le MRC venait à prendre le pouvoir en 2025. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que cette sortie, ces sorties de Patrick Rifoué, Dr Patrick Rifoué, puisqu'il s'agit de lui, et de Yves Abama sur sa page Facebook, méritait vraiment une sortie aussi solennelle du professeur Maurice Kamto? Je veux dire, le professeur Maurice Kamto qui répond à 2 communicants du MRC. Comment est-ce qu'il faut prendre cette posture-là de votre président national? J'ai pu vous rassurer que Dr Patrick Rifoué m'a eu hier au téléphone dans la nuit. Oui. Personnellement, le concerné. Et je vais vous dire ici ce que je lui ai dit. Le président du MSC, Maurice Kamto, n'a pas fait une sortie contre la personne de M. Rifoué Patrick ou de Yves Abama ou de qui que ce soit. Sauf que ce sont ces sorties-là qui ont motivé la sortie de votre président. Notre message interpelle le gouvernement camerounais. Pourquoi je le dis? Parce que ce même gouvernement a eu à engager des poursuites contre les militants et sympathisants du MRC qui ont eu des petites glissades langagières dans des émissions télévisées ou radio. On se souvient du cas de Le Bon Datua qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt national pour avoir fait une petite glissade et qui était même soutenu. Et il n'était pas d'ailleurs le seul à faire ce type de glissade. Donc nous estimons qu'une semaine après une déclaration aussi incendiaire comme celle de Patrick Rifoué, qui a été mandaté par la communication du RDPC, une semaine après, il n'y a aucun démenti du RDPC, aucune sortie pour condamner ou aucune démarche d'interpellation de leurs cadres et militants. Alors, nous avons pris acte de ce que c'est le RDPC qui fomente un coup d'État militaire contre un candidat de l'opposition, en l'occurrence du MRC, qui
serait vainqueur à l'élection présidentielle de 2025. Moi, j'interroge l'implication personnelle de Maurice Kamto. Vous avez une cellule de communication, vous avez un secrétariat national, mais c'est le président lui-même qui... Est-ce à dire que le professeur Maurice Kamto peut désormais faire des débats avec des Patrick Rifoué ou encore... C'est pour cela que je vous ai dit que j'ai discuté avec Rifoué. Il ne s'agit pas de Rifoué. Dans sa communication, on n'a même pas prononcé le nom de Patrick Rifoué. C'est un message que nous avons envoyé. Écoutez, on est dans un champ politique. Léla, nous sommes dans un champ politique. Léla, nous sommes dans un champ politique. N'oubliez pas que pour peu qu'un militant du MRC ou de l'opposition, maître Fabien Kenyé, a été enlevé au sorti d'une émission à Equinox Télévision, enlevé par la sécurité militaire, parce qu'il a tenu des propos, d'après eux, qui ont blessé la sensibilité du pouvoir en place. Vous imaginez un communicant officiellement mandaté par le RDPC, parti au pouvoir, qui fait l'apologie du coup d'État militaire contre un candidat de l'opposition qui serait élu à une élection présidentielle. C'est un scandale. Le procureur de la République, le procureur général de Douala, le commissaire du gouvernement, qui ont l'habitude de signer les mandats de déposition et d'arrêt à l'emporte-pièce contre les militants du MRC de l'opposition qui font des manifestations publiques encadrées par la loi, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas réagi. Et nous pensons qu'ils devraient se saisir de cette affaire. S'ils ne le font pas, et si le LDPC également ne condamne pas cette affaire, nous allons prendre acte de ce que c'est le RDPC, depuis sa présidence, qui fomente un coup d'État pour se maintenir au pouvoir par la force. Merci Pierre-Emmanuel Bignam. Alors, face à vous, on reçoit le docteur Marcel Simon. Elle est enseignante, elle est justement militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bien le bonjour Léla, bonjour aux copanélistes et bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Alors, une première question directe. Est-ce que vous partagez l'avis de vos camarades de parti et communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, j'ai nommé le docteur Patrick Rifoué et Yves Abama, qui estiment que l'armée du Cameroun devrait faire un coup d'État si le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun venait être élu en 2025? Léla, vous voyez, j'ai commencé à rire lorsque vous interrogez le copanéliste du MRC. Pourtant, c'est très clair. Moi, j'ai envie vraiment de donner ce petit cours d'analyse logique, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Un simple cours d'analyse logique. Et qu'on reprenne clairement les propos du docteur Rifoué, parce que tout le monde les a. Il a commencé sa phrase par « si ». Il commence une phrase par « si ». Et il vous dit, alors voilà ce qui se produira. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le MRC et toute sa bande? C'est qu'elle s'est simplement intéressée à la proposition de l'autre côté. C'est-à-dire la proposition principale a été totalement ignorée et on s'est focalisé sur le thème. La proposition principale était si par aventure le MRC gagne les élections, alors il y aura coup d'État. Il n'a pas dit que le MRC, il y aura coup d'État. Parce qu'il faudrait d'abord que... Ce qu'il dit, c'est qu'il y aura coup d'État. Ce qu'il dit, c'est qu'il y aura coup d'État si le MRC venait à gagner. Si, d'aventure. Il a été très clair. Voilà. Il a été très clair. Mais la question que je vous pose à vous, le docteur Marcel Simon, est-ce que vous partagez cet avis-là? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait un coup d'État au Cameroun en 2025 si le MRC venait... Mais là, il faut bien qu'on soit clair. Oui. Le RDPC, tout le monde le sait, a toujours été contre les coups d'État. Le chef d'État l'a démontré, le chef d'État l'a une fois souligné ça et là, donc le RDPC est contre les coups d'État. Mais maintenant, il y a un comportement... Permettez, j'y arrive. Oui, je voulais juste vous relancer. Le RDPC est formellement contre les coups d'État. Mais est-ce que ces deux communicants, devant les pays où il y a eu des tentatives de coups d'État, où il y a eu des... Mais est-ce que ces sorties des deux communicants officiels du RDPC ont fait des rappels à l'ordre au sein de votre cellule de communication? Mais là, nous ne sommes pas dans une logique de rappel, mais il y a un élément que vous ne pouvez pas comprendre. Tous les éléments, que ce soit la proposition principale ou la proposition indépendante qui a été soulignée par le docteur Patrick Rifoué, part sur la base d'un ensemble de postulats. Oui, de postulats qu'il faut mettre en exergue, qu'il faut mettre en évidence. On a un parti qui passe tout son temps à défier l'institution. On a un parti qui passe tout son temps à vous démontrer que l'armée camerounaise ne sert à rien. On a un parti qui passe tout son temps à vous dire que l'armée camerounaise est à la solde d'un parti politique. D'ailleurs, quelqu'un a fait semblant encore de le dire sur ce plateau. On a un parti qui passe le temps à retourner, n'est-ce pas, les Camerounais face à leur armée qui est censée leur protéger. Alors du coup, il est de bon ton qu'on se pose la question, mais attendez,
on n'est pas seulement le problème, on n'est pas seulement avec l'armée. C'est le même comportement qu'on a observé avec le lion indomptable. Au point où on s'est dit un matin, on a comme impression que si le MRC prenait le pouvoir, il aura son armée, il aura ses lions indomptables, il aura ceci, il aura ça. Donc c'est la suite d'un ensemble de comportements qui amène le docteur Patrick Rufoué à s'interroger et interrogation et à dire que si effectivement en 2025... Oui, parce qu'il a émis toutes les hypothèses en se disant on ne trouve pas comment une armée comme celle-là va accepter, n'est-ce pas, accompagner quelqu'un qui l'a insulté pendant des années. Et donc, au sein de la cellule de communication du RDPC, on n'a pas trouvé déplacé ce postulat? Non, on a malheureusement déploré l'incompréhension du MRC. Très bien. Vraiment. À côté de vous, nous recevons Maître Emmanuel Achou. Il est avocat, c'est également un homme politique du Reform Party. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, je pense que le RDPC, justement, par leur communicant, monsieur le docteur Rufoué et Yves Bama sur sa page officielle, ils doivent des excuses au peuple camerounais. Parce que ce n'est pas compréhensible qu'un parti politique ou que son représentant tienne ce genre de propos. C'est pas acceptable. C'est un glissement qu'il ne faut pas tolérer. Vraiment, et le professeur Camto n'avait pas à suivre dans cette voie. On ne peut pas permettre qu'un citoyen représentant un parti politique dise en mon Dieu vision que si un autre parti gagne, il y aura coup d'État. Vraiment, c'est pas bon. Je pense que nous devons dire la vérité. On ne doit pas tolérer l'intolérable. Le MRC estime que la justice devrait s'en saisir. Vous êtes d'accord avec ça? Le MRC, au cas où le MRC estime que le procureur n'a rien fait, pourquoi est-ce qu'il ne dépose pas une plainte? Qui dépose plainte et voir en ce temps-là, ils verront si rien ne sera fait. Parce qu'il y a plusieurs manières pour déclencher l'action publique. Si le procureur ne fait rien, faites une plainte. S'il ne fait rien, faites une citation directe ou déposez une plainte avec un seul partie civile. Donc, ce n'est pas en réitérant, en vous lançant dans la même voie de l'illégalité que vous allez résoudre le problème. J'en profite pour adresser mes condoléances au MSC pour la peine de leurs militants, mais également à la famille de l'élément du BMC État qui a été assassiné par son supérieur hiérarchique et au sous-préfet de Kumba 3 qui a perdu son fils lors d'une attaque, n'est-ce pas, de Amba Boys. Donc, je pense qu'on ne peut pas. Parce que j'ai suivi quelque part que le MSC croit que peut-être le gouvernement a quelque chose à voir avec la mort de... On aura l'occasion d'en parler. Bon. On aura l'occasion d'en parler rapidement en sujet. Cette femme on ne lui connaît pas d'antécédent avec soit la police, la gendarmerie ou un corps quelconque de l'État. Donc, je pense que nous ne devons pas extrapoler et désigner, n'est-ce pas, des squelettes qui n'existent pas. On aura l'occasion d'en parler. Permettez juste qu'on présente Désiré Melingui, militant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour Monsieur Melingui et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Et bonjour Léla, bonjour à nos companélistes, surtout bonjour à vos téléspectateurs qui sont nombreux, qui sont en train de nous regarder à ce moment. Alors, votre sujet d'entrée, j'aimerais avec vous qu'on parle du naufrage au barrage de Natigal. J'imagine que vous avez entendu parler de cette actualité, ou alors comment 2 travailleurs en activité sur le site de construction ont disparu dans la Sanaga depuis le 30 août. Vous suivez cette actualité? Oui, je l'ai suivi. C'est vrai que je ne l'ai pas creusé totalement. Mais en réalité, si les dispositions ne sont pas prises, il est normal que deux travailleurs disparaissent. Surtout que quand on parle du barrage, on parle tout de suite de l'eau. Et nous voyons un peu la pression qui en découle. Donc, c'est normal. S'il n'y a pas de sécurité qui soit prise en amont, il est normal que ces travailleurs disparaissent. Bon, maintenant, quand ils sont donc portés disparus, qu'est-ce qu'on fait donc pour les retrouver? Moi, je pense que c'est ça la question. Et pour cela, je crois que ceux qui sont en charge, normalement, de la construction du barrage, devraient pouvoir nous dire qu'est-ce qu'ils ont pris comme disposition. Donc, à ce niveau, voilà tout ce que moi je peux dire. Sujet d'entrée commun à tous les panélistes, l'assassinat de cette militante et épouse de militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Docteur Marcel Simon, vous savez que je vous aime bien, on va commencer avec vous. Comment est-ce que vous réagissez à la suite de l'assassinat à son domicile de cette dame? Leïla, une Camerounaise est morte. Le Cameroun a encore perdu un citoyen. Je crois que tout le monde devrait s'incliner. C'est une réalité, c'est une logique. Au-delà,
Parce que lorsqu'il y a mort, je suis un peu gênée qu'on mette des étiquettes politiques là-dessus, MRC, RDPC, PC. Non, on parle d'un citoyen camerounais qui est passé de vie à Kripa. On parle d'une maman qui a abandonné ses enfants et est partie, dont tout le monde devrait s'incliner. Maintenant, après s'être incliné, naturellement, on va condamner de telles actions parce que nous sommes dans un état de droit et la logique voudrait qu'un minimum de sécurité soit, j'ai envie de dire, mise en exergue pour que le Camerounais, n'est-ce pas, se sente beaucoup plus à l'aise. Là, nous sommes d'accord. Donc, il faut bien condamner les auteurs d'un tel crime, condamner des personnes qui ont touché à la vie de cette dame, condamner avec la dernière énergie ces différents acteurs. Et naturellement, pour les condamner, il faudrait que la police, et je crois que la police est déjà, la justice s'est déjà saisie, voilà, de l'affaire et est en train de mener, de faire naturellement son travail. Mais maintenant, à côté de tout cela, de l'inclinaison, de la condamnation, il y a quand même lieu de s'interroger. Ça, là, il a quand même lieu de s'interroger et se poser quelques questions de manière naturelle. Même s'ils ne sont pas du corps judiciaire, il y a quand même des questions qu'on se pose. Moi, personnellement, déjà, a priori, je me dis, ben, comment comprendre qu'une femme soit assassinée chez elle aux environs de 20 h avec sa fille dormant dans la maison? Moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre qu'une femme soit assassinée chez elle et que les voisins n'aient rien compris? 23 h, pardon, et que les voisins n'aient rien compris. Que sa fille soit en train de dormir au point où c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient découvrir le corps sanglant de leur maman. Il y a beaucoup quand même d'interrogations qui se posent. Heureusement, Barista a dit quelque chose de pertinent et c'est ce que je reproche souvent. Je n'ai pas envie de dire aux Camerounais de manière générale, mais aux hommes politiques, c'est cette maîtrise de soi là, dans des situations aussi douloureuses. Parce que tout de suite, je vais revenir, et là, Emmanuel va me pardonner, le président du MRC a encore fait une sortie là-dessus, et vous convenez avec moi qu'il a encore été, il est passé à côté. C'est la cellule de communication du MRC, je pense, il est passé, qui a fait la sortie. Le communiqué signé de la cellule de communication du MRC. Voilà, je crois qu'ils sont encore passés à côté. Hein. On se pose la question, est-ce que c'est souvent fait à dessein? Au point de dire que non, le régime de Yaoundé sera tenu pour responsable, la justice sera tenue pour responsable parce que son mari, s'il était à la maison, il devait prendre soin des enfants, parce qu'il a participé au marché de chassement. Non, il faut quand même qu'on soit sérieux, qu'on s'arrête, qu'on enlève parfois nos casquettes politiques et qu'on mette en avant le citoyen camerounais. Et je vous assure, si on met en avant cette casquette de citoyen camerounais, vous vous rendez compte que beaucoup d'autres personnes porteront le projet. Mais lorsque vous avez commencé à dire, Madame Zamboué, l'épouse du, je ne sais pas quoi, coordonnateur MRC, ça commencerait à intéresser très peu de personnes. Alors, Pierre-Emmanuel Biam, j'aimerais lire ce petit extrait du communiqué signé du service de la communication du MRC à la suite de cet assassinat. C'est signé de Maître Dan Christopher. Alors, comme pour lui faire payer son engagement politique, mercredi soir, des inconnus ont fait intrusion dans leur domicile et ont froidement assassiné son épouse Suzanne, avec qui il était marié depuis 41 ans. Alors, on le conçoit, on le comprend, votre parti perçoit cet acte comme une tentative de faire payer à son époux son engagement politique. Est-ce que vous avez des éléments qui vous poussent à penser ainsi? Écoutez, Léla, vous me faites rire. Excusez-moi du thème. Vous voulez me dire, moi bien, que l'adage qui dit que lorsqu'on fouette un enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Le régime de Yaoundé fouette le MRC, nous condamne arbitrairement, condamne un père de famille arbitrairement de 7 ans d'emprisonnement ferme après l'avoir enlevé par des personnes cagoulées ici à Douala pour l'amener à Yaoundé. Manu Militare et le conduit directement à Kondengui. Le condamne arbitrairement 7 ans. Sa famille est délaissée. Ses activités sont en arrêt. On assassine son épouse de la façon la plus crapuleuse possible. Parce que j'ai lu le récit de l'assassinat du journaliste d'investigation de renom dans notre pays, Bikoué. En lisant ce récit, j'ai eu froid au dos.
ont décrit les scènes de l'assassinat de Madame Zamboué. C'est du jamais vu. Ça rappelle au scénario de l'assassinat de Martinez Zogo. Et vous voulez empêcher le MRC d'accuser ou de faire allusion aux gens qui nous font souffrir depuis toujours. On va les accuser. On va les accuser parce que la condamnation de son mari est du fait du régime de Yaoundé. Si son mari avait au moins été là, vous imaginez ce que le pauvre est en train de vivre en prison? Toute la prison de Kondengué en pleure. Vous imaginez ce qu'il traverse en ce moment? Il est dans l'incapacité même de pleurer son épouse. Ne nous empêchez pas de pleurer. Vous ne pouvez pas nous enlever cela. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse ce que vos communicants sont en train de vouloir monter l'armée à faire contre le peuple camerounais? C'est ce que vous voulez? Laissez-nous au moins pleurer nos morts et pleurer notre souffrance. Nous sommes en droit de dire que le régime est responsable de cet assassinat. Parce que c'est le régime qui a condamné son époux, qui est incapable de veiller sur sa famille aujourd'hui. Cette femme a été abandonnée à elle-même. Son époux est en train de subir des atrocités en prison. Est-ce que le dire formellement ne biaise pas déjà l'enquête qui est ouverte à la suite de cet assassinat? Je vous ai répondu par rapport à la communication du MRC dont vous avez fait allusion sur cette partie-là. Oui. Mais nous savons que les enquêtes doivent être ouvertes. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de faire des rapprochements. Pourquoi c'est Dame Zamboué qui a été assassinée? Pourquoi ce n'est pas Dr Simon? Combien de Camerounais sont assassinés? Non, c'est une question. Oui, oui, c'est important. Pourquoi c'est Dame Zamboué dont le mari est condamné à 7 ans d'emprisonnement ferme de façon arbitraire, qui est assassiné? Pourquoi ce n'est pas Dr Simon? Je suis d'accord avec vous. Donc laissez-nous alors le droit de pleurer notre souffrance. Laissez-nous le droit de pleurer. Laissez-nous le droit de supputer. Laissez-nous le droit de supputer, quitte à ce que maintenant les enquêtes judiciaires et tout rétablissent la vérité et que les concernés de cet assassinat crapuleux odieux soient poursuivis devant la loi de notre pays, pas la loi de notre pays. Vous avez déjà inculpé des personnes. Vous voulez que l'enquête soit encore faite? Nous sommes dans notre Vous avez le régime de Yaoundé qui a tué Dame Zamboué. Vous avez le RDPC qui a tué Dame Zamboué. Docteur Marcel Simon, merci. Permettez que Maître dise un mot sur l'assassinat de Dame Zamboué et la posture du MRC. Merci Léla. J'ai compris le désarroi, n'est-ce pas, du représentant du MRC, mais il ne faut pas qu'on mélange les pédales. Lorsqu'on dit régime de Yaoundé, le régime de Yaoundé ne condamne pas les gens. C'est la justice. Nous sommes dans un pays où il y a des organes ou des autorités. Chacune fait son travail ou chacun fait son travail. Sans émission de l'autre partie. Voilà. Donc, non, je veux dire, vous l'affirmez sans il n'y a pas d'interférence. Lorsqu'un magistrat rend une décision, ce n'est pas le régime de Yaoundé. Si un magistrat carriériste, décide d'être carriériste, pardon, ne mettez pas ça sur le dos du gouvernement. Le magistrat qui a rendu la décision est responsable de ce qu'il a rendu comme décision. Mais est-ce que, ce que vous affirmez, c'est que toutes les décisions rendues par la justice camerounaise le font sans parfois la mainmise du politique? S'il vous plaît, si vous prenez le code pénal, il est clairement indiqué dans le code pénal qu'il est interdit à quelqu'un du gouvernement de donner un ordre. Vous êtes un homme de loi. Vous êtes un homme de loi. Là, vous parlez de la loi. Maintenant, je parle de la réalité des faits sur le terrain. Oui, je dis que, et je vais vous donner un exemple. Oui. Vous voyez, il ne faut pas incriminer le gouvernement lorsqu'un magistrat pose un acte. Donc, il ne faut pas dire que le régime a condamné arbitrairement. Non, c'est la magistrature, c'est la justice qui a condamné. Si on n'est pas d'accord avec ces décisions, pardon, faites appel. Allez à un autre magistrat ou à une autre juridiction. Ce n'est pas le gouvernement qui rend les décisions judiciaires. La semaine qui vient de passer là, on a eu un incident ici à la cour d'appel. Le président, il y a quelqu'un qui a déposé une plainte contre des agents du contrôle supérieur de l'État. Et ces agents ont été condamnés par le tribunal de première instance. Arrivé à la cour d'appel, le président de la cour d'appel lui-même a pris le dossier. Il dit, j'ai jugé cette affaire aujourd'hui. Le procureur et l'avocat général qui était dans la salle a refusé de requérir. Le président de la cour a dit, monsieur, ça vous engage. Moi, je juge cette affaire. Et il a jugé. Alors, voilà quelqu'un qui prend ses responsabilités. Il dit,
je juge de mon impérium, je juge, avec ou sans vos réquisitions. Alors, quelqu'un va dire que le régime de Yaoundé, qu'est-ce que le régime a fait avec une décision judiciaire? Donc, je voulais faire cette mise au point. Ne mélangeons pas les pédales. Les actes judiciaires ne sont pas les actes du gouvernement. Bon, maintenant, pour ce qui arrive, n'est-ce pas, aux militants du MSC, c'est déplorable. Le père est en prison, les enfants, la maman est décédée, les enfants vont être abandonnés à eux-mêmes. C'est une situation vraiment sociale abracadabrante. Mais on ne peut pas, pour cela, aller accuser, n'est-ce pas, des hommes politiques. D'accord. Je pense que dans ce genre de situation, nous connaissons que la police et la gendarmerie ont des caméras de surveillance, des caméras vidéo partout, qu'on les mette à contribution et qu'on nous retrouve ces assassins. D'accord. C'est bon, il a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, du cas de Martinez Hugo. Justement, avec ce cas-là, ces caméras nous ont permis d'avoir les malfrats. Que ce soit la même chose et que ces personnes-là, vous avez vu que dans le cas de Martinez Hugo, quel que soit, n'est-ce pas, le chapeau ou bien les épaulettes, on a attrapé tout le monde. On a mis tout le monde à le youf. Alors, si c'est le cas, toutes ces personnes devront répondre, n'est-ce pas, de leurs actes. Il n'y a pas quelqu'un ici dans ce pays qui soit au-dessus de la loi. D'accord. Alors, monsieur Melingui... Je vais faire juste une précision, maître, oui. Sur la décision. La précision que je vais faire à Seigneur Barista, c'est à propos de la décision de justice qui condamne Pascal Zamboué, Bibou Nissak, professeur Alain Fogué. Dans cette décision de justice, 2 magistrats sur 3 ont refusé de signer. Nous avons les preuves. 2 magistrats sur 3 ont refusé de signer, mais cette décision a été entérinée. C'est pour cela que nous disons donc qu'ils sont détenus arbitrairement. Vous savez que ce que vous dites est faux. Et nous savons que le pouvoir de Yaoundé a la main sur la justice camerounaise. Seigneur Barista, vous n'allez pas. Vous ne pouvez pas être un parti. Vous avez votre posture, l'homme de loi sur l'homme de loi. Et vous les vous avez votre posture, l'homme de loi sur le plateau a également sa posture. Monsieur Désiré Belingui, le journal en ligne, encore que je ne peux pas confirmer, le journal en ligne actucameroun.com écrit « Cet événement tragique est un rappel brutal des défis auxquels sont confrontés les individus et les familles qui s'engagent activement dans la vie politique. » La question que j'ai envie de vous poser, la politique au Cameroun a-t-elle réellement un visage aussi hideux? Votre regard, votre vécu? Bon, dans tous les cas, moi, celui qui a écrit est responsable de ses écrits. Moi, je suis en politique depuis un certain moment, je n'ai jamais été inquiété. Bon, peut-être parce que je ne vais pas... C'est le monde des bisounours? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Même le monde professionnel n'est pas un monde de bijoux. C'est-à-dire que la politique, c'est un engagement comme tout autre engagement. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas. Mais sauf que en politique, ça dépend de son degré d'implication et de ce qu'on peut en dire et qu'on peut en faire. Les représailles dépendent du degré d'implication des hommes politiques. Voilà, des uns et des autres, parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi, et tout simplement parce qu'ils veulent atteindre leurs objectifs. À ce moment-là, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des représailles de l'autre côté, ce qu'on ne peut non plus encourager. Dans tous les cas, on ne peut pas encourager. Mais maintenant, il faudrait quand même qu'on essaye de placer les bonnes bases, c'est-à-dire que pour qu'on s'entende mieux. Moi, j'ai entendu le maître dire des choses que je n'approuve pas forcément. Dites-nous. Voilà. C'est-à-dire que quand le maître dit que le gouvernement ne peut pas être responsable de certaines actions de la justice, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à ce moment, ce n'est pas nous qui nommons les juges. Ceux qui nomment les juges sont du gouvernement. Lorsqu'on se rend compte que certains juges rendent de mauvaises décisions, qu'est-ce qu'on fait plus tard? À ce moment, vous n'allez pas dire que c'est le citoyen qui va être juge et parti. C'est-à-dire que nous subissons par moment la justice. Et lorsque nous la subissons, nous ne pouvons pas regarder ailleurs qu'au gouvernement. C'est-à-dire puisque c'est le gouvernement qui nomme ces juges-là. Donc, à ce moment, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce dit. Mais maintenant, sans pouvoir dire que ce que M. Mignam a dit est vrai, parce qu'en réalité, lorsque nous sommes en face d'une situation comme celle
du crime de la dame en question. Moi, je ne vois pas l'influence que cette femme a sur dans le milieu politique camerounais pour qu'on vienne à l'assassiner. Mais maintenant, son mari est membre du MRC et est en prison. Déjà, aujourd'hui, il est même très inoffensif. Là, je pense que s'il fallait assassiner quelqu'un, un membre de famille de quelqu'un du MRC, on l'aurait peut-être fait avec la dame du président du MRC. Et forcément, on allait avoir un impact. Donc, dire, c'est vrai, il est coordonnateur national, mais ça, donc, quel impact sur la vie politique camerounaise? Moi, je ne trouve pas. Mais revenons donc au caractère social du Cameroun. Les assassinats, nous les avons presque tous les jours. Mais maintenant, les résultats des enquêtes, très souvent, nous ne les avons pas. C'est aussi ça le problème. Donc, je crois qu'à partir de cette situation, on peut quand même essayer de demander des comptes des autres assassinats que nous avons, que les populations ont subis par le passé et dont on n'a pas eu les aboutissements. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Les représailles dépendent de l'implication des acteurs politiques. Comment est-ce que quel est le regard que vous portez sur ce que vit un autre parti de l'opposition comme le MRC depuis au moins 2018? Je vous l'ai dit, c'est-à-dire que je vous ai dit le numéro d'implication, de ce qu'on peut en faire. Vous savez, le MRC, je dis, moi je suis du PCRN. Oui. C'est-à-dire que nous ne posons pas les mêmes actes, nous ne faisons pas les mêmes choses. Si aujourd'hui les membres du MRC sont en prison pour certains, justement, M. Bian ne dira pas le contraire, il sait aussi pourquoi et qu'ils sont en prison. Parce qu'ils ont organisé des marches qui, pour la plupart, n'étaient pas des marches autorisées. Bien qu'ici, nous ne sommes pas dans un système d'autorisation, mais dans un système de déclaration. Exactement. Mais maintenant, nous, quand même, on a, à chaque fois qu'on a déposé la demande de cette déclaration et qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité administrative concernée, nous avons décidé de ne pas la faire contre leur gré. Donc aujourd'hui, si nous ne sommes pas dans cette situation, forcément, je vais penser que eux, ils ont voulu à un certain moment braver la loi. Voilà pourquoi ils en sont là, ils sont aujourd'hui. Et les représailles, à votre avis, elles sont à la hauteur des actes commis? C'est pas à moi de juger. C'est-à-dire que à ce moment, je laisse quand même la possibilité et la priorité aux juges. Parce qu'eux, ils sont formés pour savoir quel est le degré de châtiment que mérite tel ou tel acte. Donc au jour d'aujourd'hui, il y en a, mais maintenant on peut se poser la question de savoir pourquoi certains sont en prison, les autres sont dehors, pourtant ils ont fait les mêmes marches. Ça, on peut la question, on peut aussi se la poser. Donc la réponse, elle revient parce que moi je peux pas la peut-être maître aura beaucoup plus d'explications à nous donner par rapport à cette situation. Allez-y maître. Opportunité de poursuite. Vous savez, le procureur de la République ou le commissaire du gouvernement décide de poursuivre X ou de ne pas poursuivre l'autre. De l'autre côté, il a dit que le gouvernement nomme les magistrats. Je voudrais préciser le président de la République. Les magistrats sont nommés par le président de la République en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas un organe gouvernemental. Conseil supérieur de la magistrature. Le président préside, c'est en cette capacité qu'il nomme les magistrats. Donc ce n'est pas le gouvernement. D'accord. Alors une question, oui, allez-y. Et puis les marches. Il a parlé des marches qui sont. Il a parlé des marches qui relèvent du régime de déclaration. Non, les marches, il faut que cela soit clair. Les réunions qu'on tient dans les lieux privés, c'est le régime de déclaration. Mais les marches font l'objet du régime d'autorisation. Les marches font l'objet du régime d'autorisation. Les marches dans les lieux publics ou ouverts au public. D'accord. Allez-y Pierre-Emmanuel avant de Dr Simon. Le président de la République, c'est lui qui nomme le gouvernement. Le Premier ministre, selon notre Constitution, et tous les ministres. C'est ça qui est la réalité. Et la justice a un garde des sceaux. C'est-à-dire qu'un ministre qui est en charge de la réguler. Et c'est le même président de la République qui, lors du Conseil supérieur de la magistrature, est chargé de noter, de faire des promotions aux magistrats, ainsi de suite. Vous voulez nous dire aujourd'hui, et là je suis d'accord avec lui, que des décisions de justice arbitraires, illégales, n'incombent pas au président de la République. Il est responsable de cette décision de justice-là. Parce qu'il peut les révoquer. Il a le pouvoir de les révoquer. Donc il en est entièrement responsable. Lui qui nomme le gouvernement et qui gère ce gouvernement. Vous n'allez pas nous démontrer le contraire ici. Tout le monde sait comment les lois sont interprétées dans notre pays. C'est la tête chercheuse.
Je vous ai dit que le bon Gacha, par exemple, a fait une déclaration à la télé que d'autres militants, d'autres partis politiques ont eu à faire. Nous avons des preuves. La même déclaration des mois avant et des années avant. Ils n'ont jamais été inquiétés. Mais on a lancé un mandat d'arrêt national contre le bon Gacha, mon ami politique, militant du MRC. Encore. Vous comprenez qu'à partir de ce moment, il y a un problème. Léla, vous me permettez? Oui, Non, oui, permettez qu'il termine, permettez qu'il termine. Laissez-moi aller jusqu'au Permettez qu'il termine, permettez qu'il termine. Vous aurez... Allez-y. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Là où mon frère Melingue dit que il faut les actes que nous posons, que les militants de MSC ont posés, méritent qu'ils soient condamnés. Je pense pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Non. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Attendez. Donc vous pensez que parce que nous avons marché, que nous devons essuyer des condamnations de 7 ans. Vous pensez que parce que nous avons marché, qu'on doit tirer à balles réelles sur nos militants. C'est ce que vous pensez? Non, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur Bini. Alors, permettez-moi de... Ce que vous oubliez, moi, je vous rappelle ça. Ce que le MRC est en train de subir aujourd'hui, monsieur Melingue, le PCRN peut subir ça demain. Et je vous rassure que l'opposition doit rester soudée. La dictature ne marche pas sur un seul parti d'opposition. La dictature marche sur tous les partis. Frundi, le feu chairman, paix à son âme, son domicile a souvent été assiégé plusieurs fois en Tarikon par la police et par les forces de l'ordre du Cameroun, ordonné par Yaoundé. Vous comprenez? Ce qui arrive à Maurice Kamto, au MRC, est arrivé à Fundi avant et aux militants du SDF. Oui. Nous devons tous combattre la dictature. Pierre-Emmanuel Bignam, permettez en tant qu'opposition. Permettez que je fasse juste une petite précision avec Maître. Maître, vous avez dit tout à l'heure que les manifestations publiques sont soumises au régime d'autorisation. Quel article principalement? Parce que je lis, les réunions et manifestations publiques sont encadrées par la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990. L'article 6 stipule que tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique sont soumises à l'obligation de déclaration préalable. Oui. Mais là, on parle de déclaration préalable, laquelle se fait au moins 7 jours avant la date retenue par l'organisateur auprès du sous-préfet quant aux délivrances d'un récépissé. Cette déclaration indique les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement. Et s'il y a lieu, l'itinéraire choisi et est signé par l'un d'eux faisant élection de domicile au chef-lieu ou l'arrondissement, d'après l'alinéa 2 de l'article 7. Toutefois, si l'autorité administrative estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, cette dernière peut l'interdire. Oui, on a reçu. Je veux dire, en fait, c'est là qu'il on parle de déclaration. On parle de déclaration. Parce que vous déclarez. Mais la loi dit déclaration. Non, vous déclarez, mais l'autorité autorise. L'autorité peut interdire. Il autorise. Puisque c'est... Oui, ne pas autoriser. Mais je veux dire, l'article 6 parle bien de déclaration, pas d'autorisation. Non, le régime, c'est ce côté-là, c'est l'autorisation. Ce qui est l'article 7 plus tard, c'est les réunions qu'on tient dans les maisons privées. Ouais, quand vous tenez une réunion dans... Est-ce que ce que vous dites, non, mais même les réunions, maître, Seigneur, même les réunions, voilà, vous comprenez que même dans les maisons privées, on interdit. Est-ce que les sous-préfets font soit irruption avec la police. Non, il ne peut pas. On interdit ça. Il ne devrait pas, parce que pour les réunions, l'autorité administrative peut assister, mais il ne peut rien dire. Il peut assister, mais il ne peut rien dire. Même avec pour les manifestations, on travaillait dans le cadre d'une plateforme. Après votre déclaration, parce que par votre déclaration, vous l'informez. Vous portez à la connaissance de l'autorité, je voudrais faire cette activité. Et maintenant, quand il regarde, il apprécie et il autorise ou il interdit. Mais la loi parle bien de déclaration. Ça, c'est le début. La déclaration. La loi parle bien de déclaration. La déclaration, c'est l'information que vous portez à la connaissance de l'autorité, n'est-ce pas, de votre activité. D'accord. Allez-y, docteur Marcel. Mais l'origine de le souligner, elle est là.
du Cameroun, je crois qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun. Et avant le MRC, il y avait beaucoup d'autres partis politiques d'opposition au Cameroun. Il faut bien qu'on le dise aux Camerounais. Vous avez posé une question pertinente à M. Désiré tout à l'heure lorsque vous parlez des répressions sur le plan politique. Il vous a dit qu'il est à... Je crois qu'il a parlé de 20 ans de parti de militantisme et il ne s'est jamais inquiété. Il a aussi dit que les représailles dépendaient de l'implication des acteurs politiques. Ce qui est important, j'arrive. Moi, je suis à 23 ans aujourd'hui, je n'ai jamais été inquiété. Il a dit quelque chose de pertinent. Docteur Marcel Sibo, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, je vais aller plus loin. Il a dit quelque chose de pertinent. Du peuple camerounais qui gouverne. Il est du PCRN. Il est à 20 ans, il n'a jamais été inquiété. Et c'est là où vous avez poursuivi en disant que en disant que les répressions étaient en fonction, n'est-ce pas, du degré d'implication. Mais ce qu'il a, par respect pour le MRC, refusé de dire, c'est qu'en réalité, les répressions, les écarts la réaction violente du gouvernement peut être fonction de l'objectif d'un parti politique. Il faut bien qu'on le dise à un moment aux citoyens camerounais. Et voilà le véritable problème du MRC. Qu'on leur dise. Vous vous souvenez, moi j'ai toujours des preuves à la pluie. Je ne raconte pas des choses qui sortent dans l'air. Des militants décident d'organiser leur marche, ils avaient un nom, chassement. Et tellement c'est un parti maladroit qu'aujourd'hui, eux-mêmes se sont rendus compte que le mot chassement était tellement fort, maintenant ils appellent ça marche blanche. Ils vont me dire s'il y a des noirs ou des rouges. Aujourd'hui, c'est marche blanche. Mais hier, quand cette histoire commençait, tout le monde sait. C'était la marche de chassement. Moi, mon ami Binyamkou, moi, je sais où il était. Et quand ça a commencé à cuire le demi-quart de tour qu'il a fait pour rentrer chez lui, parce qu'il a compris que non, cette histoire, il faut un minimum de raisonnement à un moment. Je suis d'accord que les gens... Est-ce que ce que vous dites, c'est que... Oui, je sais où il va répondre. Je ne dis pas les choses. Non, il n'a pas... Il est allé à un moment quand il a vu le choc. Je l'ai vu. Moi, je ne raconte pas les choses qui ne tiennent pas la route. Le quart de tour qu'il a fait, dit 180 degrés, sans virage. Parce qu'il a comme... Non, je n'ai pas terminé. Donc, il y a ce problème-là. Vous vous rendez compte, à chaque fois, on vous parle des actions, c'est toujours le MRC. C'est toujours le MRC. On a comme impression que le MRC est l'unique parti d'opposition au Cameroun. Et j'ai bien fait de l'entendre lorsqu'il vous a dit le SDF, le feu Chairman a vécu ci, a vécu ça. Exactement, il a bien fait de le dire. Mais ce qu'il refuse de comprendre au MRC, c'est de copier le bon exemple. Leur marche, c'est-à-dire les marches désordonnées où on veut montrer aux autorités que non, on veut. Est-ce qu'il n'est pas possible d'encadrer ces marches-là? Permettez, je vais y arriver. Les marches où le SDF ou d'un parti peut dire non, on va faire ce qu'on veut, on marche contre la volonté des autorités, le SDF l'a fait. C'est-à-dire les marches de haut, les marches de bas, les marches du soir, les marches de midi. Le SDF l'a fait. Mais à un moment, un parti, il a dit, le chairman s'est assis, il a dit, mais on ne gagne rien en étant contre les institutions. Le SDF l'a fait avec les mêmes représailles. Mais effectivement, les condamnations. Je vous dis effectivement, vraiment, que les militants du SDF viennent vous le dire. Effectivement. Le SDF a été violenté dans ce pays, dans les différentes marches. Qui n'était pas autorisé par l'État du Cameroun. Alors maintenant, lorsqu'elle s'assoit un moment et elle se rend compte que non, ça ne sert à rien, surtout qu'on est un parti qui aspire à gouverner le pays, on ne peut pas être contre tout le gouvernement. C'est-à-dire, on a la justice, on a le gouvernement, on a toute la population contre nous. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne va pas gagner les élections et avoir des nouveaux peuples. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a des partis où on vous dit la milice Boulou, la milice de Mbia, le régime de Mbia a tué Dame Zamboué. Le régime de Mbia a attrapé Abikra Romansi. Et à un moment, on ne s'arrête pas pour reconnaître avec honnêteté que non, quelque part, on a fouté. Et comme disait quelqu'un en justice, une faute avouée généralement est à moitié pardonnée. Je n'ai pas envie, permettez-moi de chuter. En concluant, moi, ce qui m'a fait mal un jour, c'est que le président du MRC vient, il va au niveau de comment on appelle, de la descente de l'université, et il promet à ses militants, si on ne vous libère pas en décembre, s'ils vont voir de quoi je suis capable. Bon, depuis cette réunion-là, d'exemple, nous sommes à combien d'exemple aujourd'hui? Qu'on arrête de tromper les Camerounais, et parfois qu'on s'arrête un instant et qu'on fasse son mea culpa. Je crois que là, les Camerounais peuvent nous accompagner dans la sortie de ces Camerounais en cellule. Les boulets sont rouges. Docteur Simon. Oui, mon cher ami, monsieur Biyan. Je ne peux pas mentir sur moi,
sur le même plateau où je suis. Il fallait au moins attendre que je ne sois pas. Oui, allons-y. Je vais poursuivre en donnant les lieux. Allez-y. Docteur Marcel Simon. Je n'ai jamais fait un... Quoique votre amitié interroge quand même. Un retour de 360 degrés Je vais donner... pendant les marches. Oui, allons-y. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand on m'a arrêté à Socaver... Ça commence à venir. Écoutez, allez-y, Pierre-Emmanuel. Quand on m'a arrêté à Socaver, Oui. avec 2 pick-up de gendarmerie, on m'a mis derrière le pick-up. Au moment où on me libère, quand leur supérieur hiérarchique, une dame, je ne connais même pas qui c'est, est venue les intimer l'ordre de me faire descendre du pick-up tout de suite. Les gars n'ont pas obtempéré tout de suite. Elle a ôté le ton. Ils m'ont ordonné de descendre. On m'a arrêté avec une autre dame qui n'était même pas militante du MSR, elle est rentrée du marché avec un sac Mbandjok. J'ai demandé qu'on la libère parce que je l'ai vu aussi courir partout. Elle n'est pas des nôtres. La dame a demandé qu'on le libère aussi. On l'a fait descendre. Nous deux, nous sommes descendus. J'ai voulu intervenir pour 3 autres jeunes hommes qu'ils ont pris au niveau de CCC. Ils m'ont dit, ceux si vous ne les connaissez pas, on les a pris vers CCC. Ils ont démarré, les pick-up sont partis. Vous savez ce que j'ai fait? Je ne suis pas rentré chez moi. Mon véhicule était quelque part, en sécurité. J'ai emprunté une autre moto. Je suis allé au théâtre des opérations, à la cité SIC, à Ange Raphaël, où il y avait des chars anti-émeutes. Vous comprenez? Vous comprenez? Allez-y. Donc, si Bignam ne fuit pas les marches parce qu'elles sont encadrées par notre loi. Léla vous a posé une question tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les forces de maintien de l'ordre et les forces de défense et de sécurité n'encadrent pas les marches au Cameroun? Une marche MRCA. Quand vous dites que vous êtes consciente que le SDF a fait l'objet de la répression, vous avez utilisé le terme violence du gouvernement vis-à-vis des militants du SDF. Donc vous reconnaissez que votre gouvernement ou vos différents gouvernements sont violents. Et que votre régime est un régime de répression. Est-ce qu'on doit réprimer les populations, des citoyens qui veulent exprimer leur opinion, qui veulent exprimer leur ras-le-bol par rapport à un mal-être social? Au Kenya récemment, il y a eu plus d'1 million de personnes à Nairobi qui ont marché contre la vie chère. Plus d'1 million de personnes ont marché à Nairobi il y a 1 mois et demi contre la vie chère. Et le gouvernement était obligé de négocier pour ramener les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à la baisse. Il faut que votre gouvernement soit civilisé. Vous avez un gouvernement brutal qui brutalise les Camerounais, qui terrorise les Camerounais. Il faut que ce gouvernement change de paradigme de communication. L'accompagnement dans les marches, c'est ce n'est pas ça. Nous sommes des citoyens. Il a parlé Tout cela est encadré par la loi. À l'Ouest, on ne vous a pas accompagné dans les marches, M. Bignam. Vous comprenez? À l'Ouest, nous avons fait des meetings, nous avons tenu des meetings. Qui nécessitent également une autorisation. Et même ce meeting, je vous dis qu'en Konsamba, la police est venue. J'étais là. En Konsamba, la police est venue pour nous réprimer encore, nous empêcher de tenir le meeting d'installation du bureau régional qui a été élu dans le Mungo 2. J'étais là alors que le sous-préfet, les 3 sous-préfets ont travaillé préalablement avec le régional pour la tenue de ce meeting. Les forces de sécurité ne l'ont pas fait puisque le meeting de Konsamba est fini. Je vous dis donc qu'ils se sont approchés, ils ont fait des manœuvres avec le char anti-émeute qui balance l'eau chaude, l'eau qui gratte. Il y a eu des manœuvres, nous avons résisté et légalement on a tenu le meeting. Non, je vous explique seulement les exactions. Vous parlez aujourd'hui, vous êtes en train de... Laissez-moi parler. Laissez-moi au moins parler, docteur Simon. Je vous ai laissé parler. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait alors? Je vous en prie. Si je vous fais ça, vous allez... Je vous en prie, docteur Marcel Simon. Mais lors du meeting de Yaoundé, lorsque le professeur Maurice Kamto a salué les autorités qui avaient finalement permis, je crois qu'il a parlé des autorités de l'Ouest, il n'a pas évoqué également les autorités de Konsamba qui avaient permis... Non, effectivement, c'était pour ça. Comment on peut évoquer les autorités de Konsamba alors que ils nous ont menacés verbalement. Moi, j'ai eu des accrochages même avec un agent de la gendarmerie. Je ne veux pas citer son grade ni son poste, mais c'est un jeune homme. Okay? Donc, ne nous dites pas, je suis arrivé en Konsamba à 5h30 du matin. Nous avons vécu tout cela. On a même mis le dispositif de sécurité pour empêcher. Il faut d'abord noter que le lieu où le meeting devait se tenir, à Ferré Hôtel, on nous a interdit de le tenir là-bas. On a mis le dispositif de la gendarmerie et de la police à l'entrée de Ferré Hôtel.
Nous-mêmes, en sortant, je les ai rencontrés là. On est descendu, on les a dit, mais c'est pas normal ce que vous faites. Donc, on était obligé d'aller tenir ça devant le siège du MRC qui est en plein marché. Et ça crée même plus d'embouteillage. Parce qu'à Ferré Hôtel, c'était reculé. Vous comprenez? Les meetings de Bafoussam, les meetings de Yaoundé, le giga meeting que nous avons tenu à Douala, ont été une démonstration de ce que le MRC est un parti discipliné et républicain. Je dis qu'il n'y a même pas eu une égratignure. Il n'y a aucun heurt. Vous comprenez? Et après le meeting que nous avons tenu au stade de Japoma, nous avons mis en place un service même de propreté qui a remis la propriété sur toute la place. D'ailleurs, de façon instantanée, on avait des agents qui enlevaient systématiquement tout ce qui se retrouvait au sol. Alors, une question à Désiré. Respectez le MRC sur ce point-là. C'est vous qui êtes brutal. Merci Pierre-Emmanuel. Une question à Désiré Belingui et la même question sera adressée à Maître Emmanuel. J'aimerais avec vous qu'on parle de l'expression des opinions politiques au Cameroun. Maître, d'abord, qu'est-ce que fait sans peur de représailles? Bien sûr. Moi, je pense que les autres partis politiques doivent apprendre à s'ajuster, n'est-ce pas, au comportement des forces de l'ordre. Je suis président national de Reform Party, mais vous n'allez jamais entendre qu'on a arrêté un militant de Reform Party, quelque part. J'ai proscrit les meetings. Parce que quand je vois l'exemple du MRC... Vous avez proscrit les meetings? Proscrit, oui. Parce que le meeting n'est pas un lieu de recrutement. C'est une démonstration de force. Alors, si chaque fois que vous sortez pour faire le meeting, on vient taper sur des gens, on les arrête, tout ça, ça ne sert à rien. Je préfère travailler dans les town halls, de porte à porte, derrière. Alors, ceux qui Quand vous dites de porte à porte, vous allez chez chaque militant, vous allez rencontrer chaque militant chez lui. Tout à fait. Il n'y a pas un moment où tous les militants doivent se retrouver. Le town hall, ça veut dire qu'on se retrouve dans les quartiers, de manière informelle. On n'a pas besoin d'annoncer qu'il y aura un méga meeting. Parce que de manière informelle, donc vous ne prévenez pas l'autorité au préalable? Bien sûr, on ne prévient pas. On ne prévient pas. Parce que l'autorité ne veut pas savoir dans chaque maison où on tient une réunion. Alors, et c'est ça. Mais vous vous mettez en marche de la loi quand même quand vous ne prévenez pas l'autorité de ce que vous allez vous retrouver. Lorsque les policiers viennent fouetter les gens qui marchent, ils se mettent en quoi? En marge de la loi ou en phase avec la loi. Donc, il faut savoir adapter votre comportement, n'est-ce pas, au comportement, n'est-ce pas, de ceux qui vous gênent. J'ai dit que mon parti ne fait pas de meeting. Donc, n'attendez pas qu'on va venir un jour verser de l'eau sur les gens du Reform Party. Jamais. Parce que nous, on travaille de manière à ce que personne ne nous gêne. Alors, vous avez parlé de celui qui a dit que des marches dérangent. Je vous rappelle que moi, je suis la première personne de l'opposition qui a organisé une marche dans ce pays. Dans le cadre du SDF, quand j'ai lancé le SDF à Douala, cette marche a été encadrée, comme vous avez dit. J'avais écrit au gouverneur pour dire, quand il a dit non, vous ne pouvez pas marcher, je dis non, monsieur le gouverneur, donnez-moi la police pour m'encadrer. Et il a donné. On a donné la police qui m'avait encadré. J'ai marché. Tous les marches qu'on a fait pendant des vies mortes, D'accord. Alors, donc, ça dépend, n'est-ce pas, du cadre. Et je pense que c'est elle qui a dit le but de la marche. Si vous faites une marche de confrontation, mais attendez-vous aux ripostes. Non, aux félicitations. Attendez-vous aux ripostes si vous voulez confronter les gens. Si vous voulez affronter les éléments de force de l'ordre. Sur la même question, M. Désiré Belingui, on va sortir de ce sujet. L'expression des opinions politiques au Cameroun. Oui, justement, je voulais d'abord revenir. S'il vous plaît, pardon. J'ai répondu à la première partie, je n'ai pas répondu à la question même, parce que l'expression parti politique. Vous voyez, Reform Party, depuis le début, a dit que nous sommes pour la confédération. On nous a combattus, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux, on a dit c'était un sécessionniste. Mais maintenant, là, beaucoup de gens sont d'accord que la confédération n'est pas la séparation. Voilà les gens qui t'ont combattu. Je sais, ils sont là. On est aujourd'hui d'accord que la confédération est une forme de l'État. On n'a pas dit de séparer le Cameroun. Non. Donc, l'expression de l'opinion politique est respectée. Est-ce que quelqu'un m'a arrêté un jour parce que j'ai dit ci ou j'ai dit ça? Quelqu'un a parlé là de 28 ans. Moi, je suis dans la politique depuis 85. Je n'ai jamais fait la cellule. Parce que, justement,
l'expression des opinions politiques est respectée. Il ne faut pas confondre expression d'opinion politique avec injure, diffamation, fausse nouvelle et tout ça. C'est ça qui dérange. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que c'est en agressant des gens sur les plateaux, en véhiculant des fausses nouvelles, en... D'accord. Voilà. Donc, si vous exprimez vos opinions politiques dans le respect de la loi, personne ne pourra jamais vous inquiéter. C'est votre avis. On va prendre celui de Désiré Millingui. Ok, moi je voulais revenir sur ce que peut-être M. Mignama a très mal interprété mon propos. Rapidement, parce que... Rapidement. Lorsque je parlais normalement du niveau d'implication et ce pourquoi est-ce que certains des militants du MRC étaient aujourd'hui enfermés, c'est justement pour dire quoi? C'est pour dire que nous vivons dans le même pays, nous avons les mêmes lois, nous avons un parti politique de l'opposition comme le MRC, mais sauf que nous n'avons pas les mêmes châtiments. Pourquoi? Pour la simple raison que nous nous arrêtons au niveau où, lorsque ceux qui sont en charge des lois de ce pays nous demandent de s'arrêter, nous nous arrêtons à ce niveau. Donc, or, le MRC, très souvent, va au-delà de ce que, soit de manière légale ou de manière illégale, mais dès lors qu'il y a interdiction, nous nous arrêtons. D'accord. Comprenez un peu? Mais or, ce n'est pas le cas très souvent avec le MRC. C'est pour ça que je lui ai dit, je suis conscient de ce qui leur arrive aujourd'hui peut nous arriver demain, mais sauf que c'est lorsque nous aurons aussi changé de comportement. Mais pour le moment, nous en sommes à ce que nous faisons aujourd'hui, et voilà pourquoi nous n'avons pas le même châtiment. Vous savez, une certaine opinion accuse parfois le PCRN de collaborer avec le régime en place. Oui, ben justement, quelle est cette opinion? C'est la même, c'est beaucoup plus les gens du MRC qui nous accusent. C'est ce que je suis en train d'expliquer justement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas punis de la même manière. Sauf qu'ils ne comprennent pas que nous sommes dans deux logiques différentes. La nôtre, c'est celle de la non-défiance. Or, la leur, c'est celle de la défiance. Nous avons peut-être tous les mêmes objectifs, ceux de remplacer ceux qui sont en place aujourd'hui. Mais maintenant, la démarche n'est pas la même. Ils ont peut-être une démarche un peu plus agressive que la nôtre. Nous avons une démarche, je ne vais pas dire citoyenne, républicaine et autres. Qu'est-ce que vous mettez dans agressive? Bon, attends, je l'ai dit tantôt, j'ai dit lorsque, par exemple, j'ai dit à tort ou à raison, lorsque nous déposons, par exemple, une demande de manifestation et que le sous-préfet nous la rejette, nous nous arrêtons à la décision du sous-préfet. Or, le MRC défie le sous-préfet en voulant marcher. Tout de suite, il y a confrontation. Très bien. Voilà. Alors, au cœur d'une affaire de détournement de fonds liés à la pandémie Covid-19, dans le cadre du PCHEC Protection, programme initié en 2020 par le gouvernement américain pour apporter un appui aux entreprises touchées par la pandémie, Éric Tato a pu obtenir le 8 septembre dernier de la justice américaine sa libération sous caution. Lui qui avait été interpellé quelques jours avant est placé en détention provisoire. Si sa comparution semble ne pas être directement liée au dossier Cameroun, l'homme a cependant vu se multiplier ces derniers mois des plaintes déposées contre lui par l'avocat des familles et victimes du conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Maître Emmanuel Achou, que représente Éric Tato dans le mouvement sécessionniste au Cameroun? Éric Tato, c'est un chef de guerre. C'est sérieux de le dire. C'est un chef de guerre. C'est lui qui est connu comme le propagateur du principe de Gary. C'est quoi le principe du Gary? Il demande que les mains des ouvriers de la CDC soient coupées pour les empêcher, n'est-ce pas, de travailler, pour faire peur aux autres, pour qu'ils n'aillent pas travailler. Donc, c'est le coupeur des mains, décapiteur des mains. C'est ça que lui, il appelle le Gary. Donc, donner-lui du Gary, ça veut dire qu'il faut qu'on vous coupe les mains, qu'on vous coupe les bras. Donc, c'est cela, ce monsieur, il représente le côté extrémiste de ce mouvement, quelqu'un qui veut qu'on utilise la force pour contraindre ceux qui traînent encore les jambes, comme ceux qui continuent à travailler dans les plantations. Donc c'est ça que représente Éric Tato. Et puis, beaucoup disent aussi que lui, qu'il est parmi ceux qui récoltent des rançons.
dit qu'il est aussi parmi ceux qui racontent des rançons. Bon, mais il faut dire que ce monsieur, bon, ce qu'il fait n'a jamais attiré l'attention de la justice américaine. Parce que j'ai suivi sur la CIA TV qu'on disait que l'avocat Salai a fait quoi là. Bon, l'avocat Salai, c'est à lui de justifier, n'est-ce pas, le travail qu'il a fait auprès de ceux qui lui ont donné l'argent. Mais je pense que dans ce cas-ci, la justice américaine a toujours dit que les gens comme Tator, Sako et autres qui sont en Amérique ne sont pas des terroristes. Donc c'est là la difficulté. L'Amérique pense qu'ils ne sont pas des terroristes. Donc, ne nous leurrons pas. Il ne faut pas qu'on se trompe, qu'on se dise que les Américains vont arrêter ces personnes pour dire que ce sont des terroristes. Il y a Mangam, il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été jugés et condamnés. Madame Gang, elle n'a pas été condamnée parce qu'elle est terroriste. Elle a été condamnée parce qu'elle a exporté des armes. C'est contraire à la législation américaine. Parce qu'elle a exporté des armes. Elle a acheté et exporté des armes. Donc, il faut qu'on comprenne bien que les Américains, sur ce plan-là, ils ne sont pas avec nous. Hein. Ils ne sont pas prêts à aider le gouvernement camerounais pour aller arrêter quiconque pour dire que vous financez le terrorisme ou vous aidez les sécessionnistes. Ils ne sont pas prêts. Bon, pour Eric Tator, c'est qu'il a les raisons pour lesquelles il a été arrêté. Il est propriétaire d'une société qui s'appelle National Telegraph. Et il avait demandé donc un prêt, PPP, yes. Et il a pris cet argent. Moi, j'ai vu, il a pris cet argent. Il a ouvert une société qu'on appelait Dimpulse. Dimpulse, qui faisait dans la location de voitures, la location de bateaux et tout ça, des bateaux de plaisance. Et il disait à qui voulait l'entendre qu'il a réussi, n'est-ce pas, dans sa vie, il a fait beaucoup d'argent, alors que c'est de l'argent qui venait, n'est-ce pas, du prêt obtenu auprès du gouvernement américain. Et c'est ça qui explique d'ailleurs, n'est-ce pas, le niveau de vie qu'il avait, qu'il s'est donné. Et lorsque il était maintenant temps pour rembourser le crédit, il ne payait pas. On a donc envoyé un enquêteur pour venir regarder. Et l'enquêteur s'est rendu compte que l'argent qu'il a pris, le prêt qu'il a pris n'a pas été employé, n'est-ce pas, pour les besoins du National Telegraph. Bon, sa société d'Impulse a échappé parce que il mettait les posts sur Facebook et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi les Américains n'ont pas vu. Ils ont dit que il a pris l'argent pour manger et mener une grande vie. Or, il a mis ça dans les affaires. Il a mis dans les affaires et je pense que il doit répondre, il doit remettre l'argent. Hein? Parce qu'en Amérique, on ne peut pas faire le 419. C'est vrai que lorsqu'on l'a entendu, on a trouvé quelqu'un là, et lui, il donnait donc les instructions à ce monsieur de le dédouaner au cas où on lui poserait des questions sur la crise anglophone, mais il n'était pas encore question. Mais l'enquêteur a noté quand même que il y a tampering of witness, c'est-à-dire il a essayé de suborner le témoin en lui disant qu'au cas où on te pose des questions, sur ces points-là, réponds comme ça. Donc, c'est ça, Eric Tator. Quelle est la probabilité d'une jonction des procédures? Parce que l'avocat des familles des victimes, il n'y a aucune... Non. Cette histoire d'avocat des familles, là, pardon, oubliée, ce n'est pas devant le tribunal. Je peux vous ouvrir le procès qui est en Amérique, ce n'est pas devant le tribunal. Peut-être que les plaintes déposées par Maître Salah vont venir après. Mais maintenant, là, ce qui est au tribunal, c'est la fraude. Parce qu'il a menti pour obtenir ses crédits. Il a fraudé. Et il a essayé de soudoyer le témoin, de donner de l'argent même à l'enquêteur et des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'il est poursuivi. Ça n'a rien à voir avec les plaintes de Salah. D'accord. Est-ce que ça peut quand même avoir un impact sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest? Ces ennuis judiciaires au Cameroun, aux États-Unis, qu'est-ce que je raconte? Vous savez, nous on parlait de la crise anglophone toujours de façon globale. Les acteurs, il y en a tellement eu. Les acteurs qui ont appelé à la sécession, aux actes de terrorisme et autres. Nous continuons à condamner tout acte de terrorisme mené dans les territoires du nord-ouest.
les régions du nord-est et du sud-ouest du Cameroun en tant que parti politique, nous continuons à les condamner et à les décrier. Parce que tout à l'heure, Seigneur Baïssa Acho a fait mention de quelque chose, d'un détail, en précisant que ce monsieur Tato, apparemment, serait le donneur d'ordre de celui qui voudrait qu'on coupe les mains aux employés de la CDC. Et nous savons l'impact de l'arrêt des activités de la CDC sur l'économie du Cameroun. La CDC était le plus grand employeur du Cameroun. Après eux, ce sont des sociétés anonymes des brasseurs du Cameroun. Donc c'était le plus grand employeur. Alors, poussé par des actes terroristes, cette société a arrêté la production. C'est un chaos pour notre économie. C'est pour cela que le gouvernement a été obligé, sinon même forcé, à déclarer les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun économiquement sinistrées. C'est une situation triste, non seulement pour notre économie, mais pour notre société camerounaise. Parce que ça a dépeuplé, ces endroits ont été dépeuplés. La crise anglophone a causé plus d'1 million de dépeuplements. Et donc, pour la plupart, sont venus dans les autres régions du Cameroun et une partie est allée au Nigeria. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être fier de ce qui se passe sur le théâtre des opérations dans le cadre de la crise anglophone. Aujourd'hui, les mots d'ordre continuent à être donnés, par exemple, pour empêcher à ce que la rentrée scolaire prenne d'école véritablement dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce n'est pas normal. Et c'est pour cela que nous estimons que, et nous restons fermes sur notre position dans le MRC, au MRC, c'est que la seule façon de résoudre la crise anglophone, c'est de mettre sur pied une médiation, qu'elle soit nationale, qu'elle soit continentale, qu'elle soit internationale, mettez ce que vous voulez, mais il faut la médiation. La résolution militaire de ce conflit n'a jamais porté de fruits. Sinon, même si elle a porté des fruits à un niveau, mais ce n'est pas encore éradiqué complètement. Il faut une médiation solide. Il faut une médiation solide pour résoudre la crise anglophone. Parce que c'est le Cameroun qui se meurt de l'intérieur. Voilà, je prends un cas. Nous sommes en train d'aller, nous sommes même presque déjà en 2025, parce que dès janvier, là, la campagne commence. OK? Nous irons dans les élections présidentielles, législatives, municipales en 2025. Et nous savons pertinemment que voilà 2 régions de notre pays qui sont paralysées. Et il y a des partis politiques comme le SDF qui avaient un fort ancrage dans ces régions-là, en termes de représentativité, en termes de députés et autres, et qui sont paralysés jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour. 2018, ils ont manqué ça. Il n'y a pas eu élection là-bas. 2025 est en train d'arriver. Nous voulons continuer à gouverner le Cameroun avec 8 régions et en ayant mis à côté 2 régions. Est-ce que le gouvernement continue vraiment à se préoccuper de la résolution de ce problème? Sinon, ils doivent accélérer. Ils doivent accélérer. De sorte que d'ici 2025, au moins, qu'il y ait une amélioration significative et qu'on puisse dire que la marge de personnes qui n'ont pas voté est infime, elle est négligeable. C'est-à-dire qu'on puisse avoir quand même la capacité d'enrôler les populations du nord-est et du sud-ouest à ces 2 scrutins de 2025, au moins à 60%. Mais en l'état actuel de la situation, ce n'est pas possible. Le Cameroun est gouverné par 8 régions et on a mis 2 régions de côté. C'est une situation qui doit préoccuper au premier chef, non seulement le gouvernement, mais tous les Camerounais, les partis politiques de l'opposition, au pouvoir, la société civile, les organisations, tout le monde doit se mettre en branle pour résoudre ce problème. Désiré Médingui, Cameroun Tribune établit à 14 le nombre de financiers de la crise dite anglophone placés en détention provisoire ou déjà condamnés. Avec vous, j'aimerais au regard de la réalité sur le terrain qu'on évalue l'influence de ces arrestations sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis que ces personnes ne sont plus en liberté. Oui, ben, justement, Léla, moi, établit normalement l'influence. Moi, je ne sais pas par quel baromètre je pourrais le faire, moi. Mais maintenant, s'il y a des acteurs principaux qui influencent et qu'au jour d'aujourd'hui soient aux arrêts ou impliqués dans des juridictions, je crois que c'est une bonne chose. Mais à la seule différence que
Il n'y a pas de... Il y a eu les Ayoub Tabé, il y a eu les Sissiko qui ont été interpellés. Mais est-ce que ça a un véritable impact sur la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Bon, véritable impact, je ne dirais pas, mais impact, oui. Pourquoi je pense que si tout cela était encore en liberté, je pense la guerre ne serait pas à ce niveau. C'est-à-dire qu'on aurait une guerre totale aujourd'hui. Donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui a déjà été fait n'est pas négligeable. Mais maintenant, je ne refuse pas l'hypothèse de M. Binyam qui voudrait que la médiation continue. Mais maintenant, est-ce que la médiation va continuer avec ceux qui ne veulent pas la médiation? Je crois que lorsque la médiation, on devrait normalement mettre la médiation en place, il faudrait que les deux côtés, que les gens soient vraiment à mesure de s'accepter. Ou alors d'accepter la démarche qui sera mise sur pied. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont... Et ce qui est même encore difficile, c'est qu'il y en a qui ne sont même pas au Cameroun. Ils ne sont pas sur le théâtre des opérations, ils sont à l'extérieur. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit aux États-Unis, il demande qu'on coupe les mains des gens au Cameroun. C'est-à-dire que pour lui qui vit là-bas, c'est-à-dire que ça représente quoi pour lui? Qu'est-ce qu'il ressent? Il ne ressent rien du tout. C'est-à-dire qu'il a un seul objectif. Son objectif, c'est quoi? Que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest soient paralysés. Si c'est paralysé, ok, il a gagné. Si ce n'est pas paralysé, mais maintenant les conséquences, comment est-ce que les familles, est-ce que ceux qui sont dans le Nord et le Sud-Ouest sont en train de vivre véritablement? Ça, ce ne sont pas ses oignons. C'est-à-dire qu'il se fiche pas mal. Mais maintenant, je crois que le gouvernement qui a pris conscience de ce que on ne peut pas seulement continuer, parce que je sais que ce qu'ils sont en train de faire, on ne peut pas continuer à combattre avec la violence. Il faudrait, même comme à chaque fois, ça a souvent échoué, mais je pense qu'il faut, avec acuité, c'est-à-dire organiser normalement des rencontres, même si elles ne sont pas officielles. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver ces acteurs-là qui continuent à perpétrer normalement ces coups, comme ce qui a eu lieu, je crois, la semaine dernière, qui ont connu normalement la disparition, je crois, du fils du sous-préfet et autres. C'est-à-dire que je crois que de cette manière-là, ce n'est pas facile quand même, il faut le reconnaître. On dit souvent que lorsque la guerre commence, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle finira. Ce qui est sûr, c'est que nous en avons encore du temps pour voir cette guerre véritablement finie. Mais entre-temps, il faut une certaine démarche qui soit une démarche républicaine, qui soit une démarche citoyenne, qu'on évite, qu'on ne rentre pas dans un conflit opposé totalement, c'est-à-dire qu'on rentre dans un conflit de famille. Qu'on voudrait, donc c'est vrai, aujourd'hui on a des problèmes, mais donc comment est-ce qu'on fait pour c'est-à-dire qu'on essaye, qu'on ait la méthode du bâton et de la carotte, c'est-à-dire qu'on tape quand c'est nécessaire, et lorsqu'il faut normalement négocier, qu'on négocie. Je crois que voilà ce qui devrait être fait. Mais pensez que tous ceux qui sont vraiment impliqués dans cette histoire, avec tout ce qu'ils ont déjà pu connaître, donc qu'il faille tout simplement les élaguer, moi je ne pense pas. Ou alors qu'il faille les élargir, je ne crois pas. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a déjà assassiné jusqu'à un certain niveau, il faudrait vraiment le neutraliser et continuer avec ceux qui sont encore à même d'écouter quelque chose. Alors, Dr Marcel Simon, que pensez-vous de la posture de ces pays dits pays amis? Maître Emmanuel Achou faisait savoir tout à l'heure que les États-Unis ne se sentent pas véritablement impliqués lorsqu'on parle d'un Éric Tato qui sera un terroriste. Lila, permettez-moi déjà de féliciter Binyam dans ses propos, pour une fois. Docteur Marcel Simon, vous n'êtes pas celle qui donne les mots. Non, c'est important. Oui, c'est important. Je le dis exprès, voilà. Ce qu'il condamne, mais il est le seul à condamner. Vraiment, quand c'est bon, je dis c'est bon. Tout à l'heure, je dis que c'est un parti qui est souvent hors jeu. Maintenant, aujourd'hui, il est dans le but. Docteur que je le dise devant tout le monde. Simon, allons-y à la question. On a vu des sympathisants de ce parti devant leur président féliciter les forces de l'autre tuées dans les champs, disant non. Allons-y à la question. Allons-y à la question, docteur. Allons-y à la question, docteur Vraiment, monsieur Binyam, pour ce qu'il c'est important. Et je crois que si tous les acteurs politiques réagissaient de cette manière-là, je vous assure. La posture des pays amis. Oui. On va l'accepter comme ça. Donc, si tous les acteurs politiques, je disais, se comportaient de cette manière, on finira par comprendre l'enjeu et le bien fondé. Aujourd'hui, maintenant, nous parlons d'Éric Tato, il faut bien le dire. Éric Tano, il a peut-être été très poli, mais tout le monde sait que c'est un activiste amazonien, ça tout le monde le sait. Aujourd'hui, aux États-Unis, il est
Il a été arrêté pour le projet PPP, ça c'est sûr. Mais à côté de ce projet PPP, il y a l'avocat Emmanuel Salaï qui déjà le titillait par rapport, n'est-ce pas, à ces, j'ai envie de dire, ces interactions. Mais ce que Maître Achou dit, c'est que la justice américaine n'en a vraiment pas fait cas jusqu'ici. Oui, n'a pas fait cas. Mais vous savez, à quelque chose, malheur est bon. J'aime souvent dire ça. Parfois, quelque chose, malheur est bon. Il a été déjà, même par le monsieur Martin Barangeli, il faut le dire, responsable des attaques des bombes au niveau de Yaoundé, de Bolova et même de Douala. C'est le même acteur. Donc c'est ce que... Voilà, les bombes artisanales. C'est un peu ce que nous on appelle l'acteur stratégique. Qui est extrêmement dangereux, il faut même le dire. Extrêmement dangereux. Que si on a une stratégie pour les stiper même des États-Unis, il faut bien qu'on le fasse. Donc il est dans la liste noire de M. Barangeli depuis fort longtemps par rapport à ses agissements. Tout le monde le sait. Il est un peu comme le financier. Mais que fait la justice américaine La justice américaine ne réagit peut-être pas comme il le dit, mais vous vous souvenez avec moi la réaction du chef de l'État lorsqu'il demandait à ses pays voisins de l'accompagner dans ce processus-là, c'est-à-dire en rapatriant les différentes personnes. D'ailleurs, vous avez posé une question à notre frère Désiré qui a semblé ne pas voir clairement le lien. Une fois qu'il y a cette coupure-là, cette scission-là, et qu'on les pioche progressivement, c'est-à-dire on l'a fait au Nigeria, on l'a fait ci à ça, ça commence à réduire, n'est-ce pas, le rythme de vie au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que ces gars vivant dans les brousses, vivant en cachette, de manière souterraine, étaient financés d'une manière... en fait, avec des moyens de financement qui leur permettaient de vivre. Donc vous voyez que si progressivement on réussit à couper tous ces moyens de financement, et d'ailleurs c'est parce qu'on a coupé tous ces moyens de financement sans pour autant être de la justice qu'ils ont changé, qu'ils commencent à changer les méthodes d'attaque aujourd'hui. Vous voyez maintenant qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, ils apparaissent, ils agressent, ils violent, ils font ci, mais il y a un travail excellent des forces de l'ordre qui est mené de ce côté-là et qui nous permet, et non seulement le travail des forces de maintien de l'ordre, la collaboration même des populations qu'il faut saluer aujourd'hui, qui est mené de ce côté-là et qui amène progressivement à un retour au calme de ce côté. Mais ça fait toujours mal, Léla, pour une maman. Ça fait toujours mal, Léla, pour une femme politique, de voir que quel que soit le niveau de guerre, quel que soit le niveau de tension qu'on puisse avoir avec un gouvernement, on décide délibérément d'empêcher des enfants d'aller à l'école. Même dans les premières guerres, deuxième guerre mondiale, quand on était assis sur les bancs, il y a quand même des lois qu'on ne franchit pas. C'est-à-dire la femme sur la femme, on ne tire pas. Sur les enfants, on ne tire. Il y a quand même des règles. Et à l'église, on ne tire. Il y a quand même des règles, sans pour autant être de l'armée. Donc à un moment, il faut bien qu'on s'arrête et qu'on se pose la question, mais que sont devenus ces Camerounais? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on va dire, terroristes, ambazoniens, ceci ou cela, qu'est-ce qui s'est passé avec nos frères? Qu'ils soient capables aujourd'hui de s'asseoir et de voir comment il a décapité son frère, il a émincé sa soeur, il a violé. Non, il y a quelque chose qu'il faut se poser comme question. Et je suis d'accord avec Emmanuel lorsqu'il vous parle d'une médiation. D'ailleurs, c'est là où j'appuie en me disant, d'ailleurs, c'est le jeu majeur du chef de l'État permanemment. La main sans cesse tendue à ses enfants de sortir des brousses parce qu'il y a des camps de désarmement qui ont été créés pour dire, venez et on va s'asseoir, on va vous réinsérer socialement parce que ça a été mis pour ça. Aujourd'hui, maintenant, on a une école de la paix qui est en train d'être mise sur pied par le chef de l'État, parce qu'en réalité, la fibre citoyenne, la fibre responsable a fichu le camp au Cameroun. Il faudrait bien qu'on s'arrête tous. Je ne dis pas le RDPC, je ne dis pas uniquement le PCN, le SIF, le MRC, que l'on s'arrête tous si l'on veut revoir le Cameroun émergent qui a été prôné par le chef de l'État. Alors, Maître Emmanuel Achou, je le disais tout à l'heure, ces ennuis judiciaires aux États-Unis semblent n'avoir pas de lien direct avec la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais est-ce qu'il pourrait quand même avoir des répercussions, un impact sur le conflit? Avant de toucher ce côté-là, permettez-moi quand même de répondre à quelque chose que j'ai entendu. D'accord. Je pense que nous devons être honnêtes pour dire que le gouvernement a très mal géré cette crise. L'arrestation de Sissoko Eko, c'était une erreur. C'était une erreur monumentale parce que, contrairement à ce que mon frère a dit là, Sissoko était
un modéré. Son arrestation a donné naissance à des radicaux. Du temps de Sissoko, il n'y avait pas de bombes qui crépitaient. Hein. Donc, en arrêtant, on a coupé la possibilité aux modérés de parler. Maintenant, ce sont des radicaux. Maintenant, l'arrestation de Mangam et tout ça là a permis à ces groupes, ils commencent déjà à se réunir, hein, c'est très dangereux. Ils se réunissent déjà. Parce que comme je parle là, aujourd'hui, ils ont réunion quelque part dans le Maryland là. Tous ces groupes-là veulent fusionner. Et ils ont changé de tactique de financement. Là, ils ont introduit une taxe. Donc maintenant, la guerre sera financée par Ground Zero. Ce n'est plus de l'extérieur. Donc il y a une taxe. Vous savez, ils ont expérimenté ça. À Babanki, vous vous rappelez les 50 mamans qui avaient été arrêtées là? On avait dit qu'ils ont refusé de payer la taxe. Ils ont dit non, non, ce n'est pas ça. C'était l'expérimentation. Maintenant là, ils parlent de généraliser cette taxe pour que c'est la population qui finance la guerre. Alors, c'est très inquiétant parce que ce qui s'est passé à Buea l'autre jour, pendant plus de 6 heures de temps, Mounia était dans le noir, dans la fumée. Si ces gars parviennent à décréter le lockdown de 2 semaines, on a déjà fait 1 semaine, vous pouvez vous-même faire le bilan. Est-ce que ça a réussi ou pas? Non, 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 non. La solution, c'est ce que vous dites. Pardon, il faut que Madame Dr Simo dise à son parti de bien vouloir demander à ceux qui sont là. La solution, ce n'est pas la guerre. Parce que la guerre, là, on sait quand ça commence, on ne peut pas savoir quand ça finit. Ça, tout le monde le sait. Et tel que c'est en train d'aller, je ne peux pas dire que le gouvernement a bien fait. Parce que tout ce qu'on fait là, vous arrêtez les gens, vous avez arrêté ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, renaissent. Quand on dit qu'on a tué qui l'a? Nos petits. Mais il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Vous voyez que vous avez assez d'informations. Aidez-nous à. Non, mais il est vivant. Voilà, si vous le dites. Nos petits est vivant. J'ai vu les vidéos. J'ai suivi les émissions où depuis SCBC, on l'appelle. Ils l'ont appelé, il a parlé. Il est vivant. Au téléphone, oui, mais au téléphone, est-ce qu'on peut certifier de ce que... On a montré cet individu qui il sortait même de la chasse, il a arrêté du gibier. Ça peut être un montage, mec. En tout cas, allez-y mettre. Cet individu est vivant. Bon, ce n'est pas une bonne chose. On a dit qu'on a fini avec l'autre de Lébi Alem. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lébi il y a 2 jours? Mais c'est pas possible. Donc, quand vous enlevez un individu, ceux qui sont sur le terrain reprennent de la force. Et comme ils ont changé de tactique, maintenant ils ont des armes plus sophistiquées. Et ils créent beaucoup plus d'ennuis. Et moi, je préfère un mauvais arrangement qu'un bon procès. Au lieu de dire qu'on a une armée qui va faire, on paie des soldats, on paie des citoyens. Pardon, asseyons-nous sur la table. N'attendons même pas qu'un étranger arrive. Nous-mêmes, ici, on est capable de nous asseoir. Le Canada l'a demandé et le Cameroun l'a refusé. Mais c'est vous, non? Oui, je veux répondre à vos questions. C'est pour dire qu'on estime que c'est une guerre de famille et qui sera gérée en famille. Maintenant, je suis de ceux qui pensent qu'on s'assoit sur l'arbre à palabre et qu'on résolve la situation. Voilà, il faut je suis en train d'appuyer votre hypothèse. Merci, docteur. Il faut qu'on s'asseye pour trouver une solution. Je suis d'accord. Parce que la guerre, là, telle que ça c'est parti, non, ce n'est pas... Je ne vois pas cette guerre finir dans 5 ans. Tel que c'est parti, là. Surtout... qu'on ne se leurre pas en disant qu'en arrêtant les gens, ça va finir. Non, ça ne finira jamais. Je vous ai dit qu'ils ont changé maintenant. Ils veulent que c'est plutôt le terrain qui finance la guerre. Les gars sont coincés, on a coupé les financements. Mais, ils ont introduit une taxe. Dénoncer. C'est pire. Dénoncer, c'est lorsque on arrête ceux qui tuent là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ok, merci. J'ai dit que le gouvernement a très mal géré. Lorsqu'on crée le DDR, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez les gens qui tuaient hier.
qui tuaient hier, vous les mettez dans le centre, vous dites non, vous êtes pardonné. C'est ça, hein? Barista, il faut t'avouer à moitié. Ah, voilà. Ça dit, non, s'il vous plaît. J'ai dit que c'est très mauvais, cette politique-là. Vous prenez les gens qui hier tuaient, vous dites que non, quand vous avez déposé les armes, venez rester au DDR. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on mette une balle sur leur front? Non, pas mettre une balle sur leur front. Pourquoi vous ne faites pas juger ces gens-là? C'est des criminels. C'est eux qui ont tué dans le passé. Non, cette politique-là n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas prendre les tueurs avérés, vous les laissez là, et vous nous dites que... On entend qu'il y a non. Attendez, enfin, moi je pense que la situation là quand même est une situation qui embarrasse. Dans la mesure où ce que vous dites ici, on s'entend ce que vous dites. C'est-à-dire lorsqu'on les arrête, qu'on les met en prison ou qu'on les exécute. Non, pas qu'on les exécute. Non, il a parlé de juger. Il a parlé de juger. Est-ce qu'après, lorsqu'on va tendre la main aux autres, ils sortiront de brousse? Jamais. Impossible, ils sortiront. Ils sortiront pas de brousse. Parce que moi je crois que... Combien sortent de brousse? Il ne faut pas qu'on nous trompe. Ils finissent par sortir, mais... Ouais, allez-y mettre. Allons-y, prenez le nombre qu'il y a à Bamenda et le nombre qu'il y a à Boya. Est-ce que les deux là font même 5000? Il y a combien dans les brousses? Non, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est une action progressive. C'est pourquoi je dis dénonçons. Avant que Donald Trump ne parte. Sur ce plateau, je dis qu'ils sont en train de tenir une réunion pour solidifier leur camp. Docteur Simon, allez-y. Parti de l'Amérique, de la présidence américaine, son secrétaire privé a dit il y a plus de 900 000 Amba Boys dans les brousses. J'ai cité, j'ai dit Donald Trump. Son secrétaire particulier a dit il y a plus de 900 000 Amba Boys dans les brousses. Alors, s'il y en a plus de 900 000, prenons même 500 000, vous arrêtez 5 000. 5 000 viennent déposer les armes, ça représente quoi? On continue le travail. D'accord, s'il vous plaît. D'accord. Pierre-Emmanuel Bignam, vous avez tout à l'heure appelé à une médiation, vous avez dit qu'elle soit nationale ou internationale. Pourtant, on a l'impression que l'accompagnement des pays dits amis ne suit pas vraiment, je veux dire, n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Écoutez, qui a d'abord intérêt à ce qu'il y ait la paix au Cameroun? C'est d'abord les Camerounais, c'est nous-mêmes. Ce sont aussi souvent de prendre notre destin et le remettre entre les mains des étrangers tout le temps. Seigneur Barissa a été clair en démontrant que l'Amérique, qu'on ne compte pas trop sur elle pour la résolution de ce conflit, c'est clair. Pour comprendre, renversons un peu le rôle. Si un Américain était, ou les Américains vivaient au Cameroun, ils sont identifiés et identifiables. Et qu'il était avéré que ces Américains sont en train de perpétrer la terreur dans un territoire américain, mais installé au Cameroun. Vous pensez que le gouvernement camerounais ne devait pas accélérer les procédures pour les livrer à la justice américaine? Donc, je suis d'accord avec Seigneur Barissa lorsqu'il dit que l'Amérique, les États-Unis ne s'activent pas pour nous aider dans ce sens-là. Le Canada a voulu nous aider. Le représentant du RDPC, la représentante du RDPC, Dr Simon, a dit que c'est le gouvernement qui a refusé. Parce qu'il y avait des accords. La Suisse a voulu nous aider. Tout le monde sait pourquoi. Et elle dit que le gouvernement a toujours refusé. Comment vous pouvez donc accuser... Voilà, comment vous pouvez... Biaisé. Non, je comprends. Oui, mais il faut qu'on trouve un moyen de médiation. Entre nous. L'expérience aujourd'hui dans la résolution des crises, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Asie ou partout où il y a les foyers de conflit, même la guerre russo-ukrainienne actuellement, et il y a une médiation qui est introduite. Vous comprenez? La médiation est un moyen de résolution de conflits aujourd'hui mondialement reconnu. Donc, comme on descend, il faut qu'on s'assied sur la table par la voie d'une médiation. Les acteurs... Maintenant, le gouvernement va définir les acteurs avec les partis politiques, la société civile et nos partenaires, nos partenaires diplomatiques, nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ça, on va définir ensemble qui seront les acteurs et les points focaux de cette médiation et le lieu de la médiation. Mais il faut qu'il y ait cette médiation. Il faut reconnaître également, je suis dans le cadre de ce que Seigneur Barissa Show a commencé à ouvrir comme page, en dénonçant ce qui a d'abord été mal fait. Quand la All Anglophone Conference a voulu se tenir, le gouvernement ne devait pas empêcher ça. Ne devait pas empêcher ça. Le gouvernement a trop fauté dans cette histoire. Reconnaissons-le. Ne devait pas empêcher la All Anglophone Conference.
Aujourd'hui, ils ne se réunissent plus alors au Cameroun, ils se réunissent au Maryland, ils se réunissent partout, en Géorgie et tout ça. C'est compliqué. Donc il faut urgemment que le gouvernement revienne sur ça. Moi je pense que, avec la recrudescence de la violence qui commence à revenir, parce que quand ils donnent les indicateurs, quand les Américains indiquent quelque chose, ils disent qu'il y a 900 000. Ne prenez jamais comme à la légère les paroles des agents de sécurité et d'information des États-Unis d'Amérique. C'est des gens qui sont les mieux informés, même dans notre pays. Et ça, vous savez qu'il y a les agents de sécurité des États-Unis qui font la moto-taxi ici au Cameroun. À Bamenda, j'en avais vu à l'époque quand je travaillais là-bas, à Orange. La CIA est partout. Ouais. J'en avais vu à Bamenda, ils faisaient la moto des agents de la CIA. Vous comprenez? Donc quand ils donnent ces indicateurs, c'est très inquiétant. Ça veut dire que nous constatons qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens en brousse. Il y a beaucoup de gens en brousse. Il vient arrêter les gens. Et quand on arrive à une phase où on impose déjà une taxe, ça veut dire que les gars, eux, se considèrent comme un État. Parce que c'est l'État qui a l'assiette fiscale. Donc ils se considèrent déjà comme un État. Et ce sont les populations qui souffrent. Ce sont les populations qui souffrent. Des populations en général, hein. Population camerounaise, que ce soit les forces de défense et de sécurité, parce qu'un militaire qui tombe, un gendarme qui tombe, c'est un citoyen camerounais. Un habitant du nord-ouest, sud-ouest qui tombe, c'est un citoyen camerounais. Un Amba-boy qui tombe, c'est un citoyen camerounais. Et c'est nous qui payons la facture. D'accord. Et je pense que, comme 2025 approche, le gouvernement doit accélérer vraiment dans la médiation. Le MRC est disponible, on a toujours été disponible, comme tous les autres partis de l'opposition, à mettre la main. Sauf que vous n'étiez pas au dialogue national. Nous avons remis nos propositions au Premier ministre par celle qui était présidente, la deuxième présidente, vice-présidente à l'époque. Parce que le président Kamto et Madou Mouta étaient à Konengue. Notre vice-présidente à l'époque, comment elle s'appelle? Noah. Non, pas Noah. Okay. Noah, c'est non, non. Non, même chez vous, c'est Noah. Je parle de notre Noah. A remis les propositions du MRC au Premier ministre. Nous avons des images pour la résolution de la crise anglophone. Vous comprenez? Mais la formule du grand dialogue ne nous a pas permis de participer à ça. Alors, docteur Marcel Simon, on a finalement l'impression que notre diplomatie n'est pas suffisamment forte, je veux dire, au regard du non-accompagnement des chancelleries des pays amis. Il faut observer simplement que c'est des présupposés. Heureusement que c'est une impression, vous l'aviez très bien dit. Mais il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas un chef d'État stratège comme son Excellence Paul Biya, qui observe tout, qui voit tout et qui sait agir au moment où il faut agir. Aujourd'hui, répondre à cette question... Oui, si vous voulez entrer dans ce jeu-là, je veux bien entrer, moi ça va bien me plaire. Parce que quand c'est sur, il faudrait bien, oui, il peut être même plus que Jésus. C'est ça que vous voulez que les téléspectateurs comprennent. Voilà, on va le leur dire. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que lorsqu'on voit les réactions des États-Unis, on voit les réactions du Canada, on voit les réactions de la Grande-Bretagne, et qu'un homme politique aujourd'hui vous disent, pardon, le Cameroun a refusé la médiation de ci, le Cameroun a refusé la médiation de ça, le Cameroun a refusé la médiation de Y. C'est comme s'il oublie les fondamentaux. Parce que moi, ce qui me gêne souvent, moi, je respecte les positions des gens. Hein. Donc, quand ils vont dire oui, on a mal géré, on a mal négocié l'entame de cette crise, ça dépend de la perception qu'il a. On aurait dû accepter si, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, bon, c'est les Emmanuel, heureusement. Donc, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Je suis également d'accord. Mais en réalité, lorsqu'on regarde cette crise anglophone aujourd'hui, qui est devenue comme un véritable frein à l'émancipation, au développement du Cameroun, il y a une base, il y a un, je ne sais pas comment je vais appeler ça, il y a un point de départ
liés aux pays amis et voisins là derrière, avec la découverte de ce que nous savons au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà le déclencheur en réalité. Voilà le déclencheur. Et malheureusement, ils ont choisi avec un peu d'intelligence sur les fibres qui étaient un peu problématiques, c'est-à-dire le corps médical, le corps enseignant. Et puis naïvement, les enseignants ont commencé, moi j'insiste sur le mot naïvement, bien qu'ayant raison. Il faut bien qu'on me comprenne. Naïvement, les enseignants sont tombés dans le jeu. Les avocats, merci, sont tombés dans le jeu. Je dis bien naïvement, bien qu'ayant raison. Parce que, en fait, au finish, tu te rends donc compte que l'objectif n'était pas que votre problème d'enseignant ou d'avocat soit réglé. C'est que les gars avec un agenda bien caché en arrière. Donc, avec tous ces éléments-là, avec toutes ces observations-là, le chef de l'État s'est rendu compte qu'il est impossible, parce que d'ailleurs, dans les différents discours, il l'a ouvertement dit. Je crois que le seul pays qui a... j'ai envie de dire, fait semblant d'obéir ou alors obéir, c'est le Nigeria qui a commencé à tendre la main. Il l'a ouvertement dit aux différents pays voisins en leur disant, vraiment, on ne peut pas être dans des coopérations nationales, internationales, et que je sois en train de souffrir dans mon pays, et que avec mes enquêtes, mes observations, on me dise que chez toi, aux États-Unis, il y a telle personne qui est assis et a une main invisible dans la destruction de mon territoire, et qu'on s'asseye et que vous ne dites rien. Ramenez-les nous, et ensemble, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, lorsque ces méthodes ne sont pas mises en exergue, le chef d'État simplement prend acte. Et il sait comment est-ce qu'il va se comporter. Mais à côté de ça, il faut bien reconnaître les différentes actions qui ont été menées. Il faut bien reconnaître la volonté du chef de l'État de pouvoir... j'ai envie de dire, réduit ou du moins détruit tellement cette crise anglophone, parce qu'elle coûte énormément cher déjà à l'État du Cameroun, tout le monde le sait. Les fonctionnaires aujourd'hui sont en train de saigner, et j'ai envie de vous dire qu'une partie même des responsables des difficultés des fonctionnaires aujourd'hui... Docteur Bassé-Simo. Oui, honnêtement, non, honnêtement je le dis, c'est le coût de la crise anglophone aujourd'hui. Les dons, j'ai dit souvent aux Camerounais, vraiment... toute la souffrance que nous avons aujourd'hui là sur le plan financier. Et ce sont les enseignants, dans le corps, je veux dire dans le corps des fonctionnaires, dans le corps des fonctionnaires, ce sont les enseignants qui doivent en payer le prix. Non, pas seulement enseignants, je dis bien tous les corps de métier fonctionnaires. Je dis bien les fonctionnaires aujourd'hui commencent à voir leurs actions qui étaient beaucoup plus automatiques et pratiques hier, ne plus l'être aujourd'hui. Je veux dire, ce sont surtout les enseignants qui se plaignent, pourtant il y a plusieurs fonctionnaires. Nous les enseignants qui devront être regardés avec beaucoup d'intérêt. D'accord, alors on va sortir de ce sujet avec vous. Aujourd'hui, que doit faire l'État camerounais? L'État camerounais doit prendre ses responsabilités, appeler ses enfants sur la table pour que nous, ici, à l'intérieur, on essaye de voir ce qu'il y a lieu de faire. Ne pas attendre, n'est-ce pas, l'étranger. Parce que l'étranger ne pourra venir que si il voit ses intérêts. Or, la personne qui est concernée au premier chef, c'est les Camerounais. Donc, asseyons-nous, que le gouvernement prenne sa responsabilité, qu'on organise une assise, pas comme le grand dialogue là. Voilà. Une vraie assise. Une vraie assise où on va se dire les vérités et prendre des bonnes décisions pour le bien-être de tout le monde. D'accord. On parle du dernier sujet, vous le savez, le 12 septembre prochain, les Lions indomptables affrontent le Burundi dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Pierre-Emmanuel Bignam, est-ce que vous êtes séduit par l'effectif convoqué par Rigobert-Song? Bon, à la taxe. Il faut d'abord préciser que je suis un passionné de football. Oui. Quand je vois Aboubakar Vincent dans cette équipe, les indicateurs montrent que Aboubakar Vincent est le buteur le plus prolifique. Oui. Après que Eto'o ait raccroché le crampon. C'est celui qui a marqué le plus grand nombre de buts à l'équipe nationale jusqu'à ce jour. Donc quand je vois Aboubakar Vincent dans l'effectif, je ne sais pas si ce sera lié dans le 11 entrant ou pas. Quand je vois le capitaine Aboubakar Vincent, quand je vois Choupo-Moting, qui est le meilleur attaquant camerounais en Europe depuis les 2 dernières années, je suis rassuré. Quand je vois le retour de André Onana, et je vois que le petit frère est revenu là où il doit être, je suis rassuré que le Cameroun va faire un bon match.
J'ai toujours l'habitude de dire que l'équipe nationale du Cameroun doit être apolitique. Il n'a pas besoin de s'encombrer des opinions politiques des uns et des autres. L'équipe nationale, pas la fédération camerounaise. L'équipe nationale du Cameroun. Y compris la fédération. Non, je veux dire, est-ce que vous avez compris la petite danse? Non, moi je parle de l'équipe nationale qui est Fagnon, l'équipe Fagnon. On ne parle pas de la FECAFOOT. Je parle de l'équipe nationale. D'accord. L'équipe nationale, nationale du Cameroun a besoin d'être soutenue dans le cadre d'un sentiment patriotique. Parce que c'est un moyen de rassemblement de notre peuple et de notre nation. Et elle doit être débarrassée de toute analyse et de toute influence politique. Raison pour laquelle le président Maurice Kamto, quand la CAN s'approchait, en janvier 2022, avait fait une sortie pour interpeller les uns et les autres à se rallier et à soutenir massivement les Lions indomptables du Cameroun et à accueillir favorablement les pays hôtes qui devaient venir séjourner au Cameroun pour la CAN. Donc, je suis derrière l'équipe nationale du Cameroun, je soutiens les Lions indomptables du Cameroun et je fais même un pronostic que le Cameroun va gagner 2-0. Alors, Monsieur Melingui, l'appréciation que vous faites du groupe convoqué par Rigobert Song. Oui, justement, j'ai suivi la liste des joueurs qui ont été convoqués par Rigobert Song. Je crois que, objectivement, la liste a été bien faite. Et vous êtes également un passionné de football comme... Oui, je suis un ancien footballeur. D'accord. Donc voilà pourquoi le football m'interpelle au premier chef. Donc, quand je regarde normalement l'effectif que sont entre ses mains aujourd'hui, je crois que nous avons beaucoup de chance de parvenir à cette qualification. Et surtout, ce qui m'a marqué dans cette liste, ça c'est pour le spécialiste qui parle. Oui. C'est-à-dire, vous voyez, ils sont à convoquer des gars sans complaisance. Oui. C'est-à-dire que vous allez remarquer que nous avons 2 ou 3 titulaires dans le passé qui ne sont pas là. Oui. Et aujourd'hui, et c'est comme ça qu'une équipe nationale fonctionne. Ça veut dire qu'on est appelé à l'équipe nationale lorsqu'on est en forme. On n'est pas appelé à l'équipe nationale, on n'a pas de titre foncier à l'équipe nationale. C'est-à-dire que aujourd'hui, au Cameroun, on a toujours cru que si aujourd'hui, hier, on était libéraux titulaires, et vous allez l'être sur 5, sur 10 ans. Non, ce n'est pas comme ça que le football fonctionne. Dans le football, c'est la forme de l'heure qui fait de toi le titulaire de l'équipe nationale. Et tel que les choses sont allées avec, avec ceux que sont à convoquer, je crois qu'il a vraiment respecté les canaux du football professionnel qui voudraient qu'on convoque essentiellement ceux qui sont en jambes. Et comme l'a dit M. Bignam, je suis content de ce que André Onana soit revenu. Et surtout, je l'ai vu dans un air tellement jovial. Et vraiment, ça augure de bonnes choses. On a vu Choupo-Moting qui est revenu et qui est le meilleur buteur, je crois, l'année dernière, qui était pratiquement le meilleur buteur du Bayern. Donc, Aboubakar Vincent qui fait des merveilles ces jours. Karl Toko Ekambi qui nous a souvent délivré des situations. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas de raison pour que le Cameroun ne se qualifie pas. Au goal, on a le gardien Passy, on a Fabrice Sondois, on a André Onana. Oui, justement, c'est-à-dire qu'on est bourré de grands gardiens. Mais là encore, il faut reconnaître qu'à ce moment, Onana est le gardien le plus en forme. Parce que là, il y a quand même un baromètre qui est là. C'est-à-dire Onana joue dans le meilleur club, dans le meilleur championnat, et il brille de 1000 feux. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai signé son contrat, son dernier contrat vous-même. On ne donne pas, on ne signe pas de grands contrats parce que, par complaisance. On signe de grands contrats parce que l'équipe sous-entend que vous méritez ce qu'elle vous donne. Donc pour cela, Onana mérite d'être titulaire. Et je sais qu'il sera titulaire, mais sauf que même s'il n'est pas disponible, nous avons Ondoa qui est là et Passy qui nous a fait gagner le Brésil. Ça, faut pas. La CAN 2010. Ondoa qui nous a fait gagner la CAN 2010 et Passy qui nous a fait gagner le Brésil. Donc de ce côté, je pense qu'on n'a pas de situation. Et comme je l'ai dit tantôt, à l'attaque, nous avons Aboubakar Vincent qui sort difficilement d'un match sans marquer, sans oublier Choupo-Moting et autres. Donc pour moi, je sais qu'à 200%, nous sommes qualifiés. Qui plus est, le match se joue au stade Rumde Adja où il a... Voilà, c'est-à-dire que c'est là où Aboubakar Vincent a commencé sa carrière. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne nous fasse pas rêver et puis chanter ce jour-là. Docteur Marcel Simon, retour d'André Onana pour dire que le passé est passé, mort et enterré.
Oui, le passé est passé, mais j'ai envie de dire que au soir du 12 septembre, rassurez-vous, là, ça passe ou ça passe. Donc, il n'y a pas une autre opportunité. Sinon, comment comprendre que la CAN se joue chez nos femmes et nous ne soyons pas là? Non, c'est pas possible. Même imaginable, ce n'est pas. Donc, on ne peut pas parler de CAN en Côte d'Ivoire sans Cameroun. Vraiment, ça n'existe même pas. Donc, rassurez-vous. Est-ce que vous ne sous-estimez pas le Burundi? Non, nous ne sous-estimons pas. Ça pourrait jouer contre... Non, nous avons plutôt confiance à ce que nous avons aujourd'hui là. Au contraire, à côté de ça, maintenant, il faudrait qu'on soit un peu plus objectif et dire, bon, maintenant, oui, on a réussi à rassembler, n'est-ce pas, les enfants dans la même maison, dans la même cour. Il faudrait maintenant qu'on instaure, n'est-ce pas, une règle. Et vous voyez, le chef d'État a toujours été stratégique dans ses propos lorsqu'il parle de discipline. Oui, de discipline. Parce que j'arrive. Vous savez, le mot de sincérité pour cette discipline. Et même au niveau du sport, il faut de la discipline. Je suis très sérieuse dans ce que je dis. Même au niveau du... D'ailleurs, le véritable problème avec l'équipe des Lions, c'est l'absence de discipline. Donc, vous allez vous rendre compte que si les Lions commencent à expérimenter les propos du chef de l'État en matière de discipline, je vous assure, là, on aura des résultats impeccables. Parce qu'on a de très bons joueurs au Cameroun, il faut déjà le dire. Mais le seul problème que nous avons, c'est cette absence de discipline-là. Il faudrait bien qu'on essaie de suivre... j'ai envie de dire le papy, c'est important par moment. Le papy, vous parlez du chef de l'État? Trivialement, on l'a dit affectueusement. Ah, oui, là, je l'appelle de manière affectueuse, c'est mon père. Ok. Maître Emmanuel Achou, quels sont... Non, il est le mien. Je n'ai pas dit le vôtre, monsieur Emmanuel. Est-ce qu'on peut redevenir sérieux de seconde? Monsieur Emmanuel, is mine. Bon, d'accord. Voilà. Maître Emmanuel Achou, quelles sont à votre avis les chances des Lions indomptables le 12 septembre? Merci, Léla. Vous savez, sur un terrain de football, il y a certains joueurs dont la seule présence démobilise l'équipe adverse. Et le Cameroun a cette chance qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons à l'attaque au moins 4 joueurs dont la seule présence suffit pour démoraliser les autres. Il a parlé d'Aboubacar Vincent et de Choupo-Moting, mais il y a aussi Njie Clinton qui brille de mille feux. Il y a aussi Brian Bemo qui brille de mille feux. Il y a aussi le jeune Elliott, milieu offensif, qui a été appelé, qui est là. Il y a au moins 5 nouveaux joueurs. Même si jusqu'ici, il n'a pas encore été aligné. Mais il est là. Il n'avait pas été aligné à cause des problèmes administratifs. Il fallait que les papiers passent. Cette fois-ci, je pense qu'il sera aligné. Vous voyez, on a perdu le dernier match, pas parce que l'équipe était ferme, mais parce que... Le dernier match contre le Burundi, on a gagné contre le Burundi. Non, pas Burundi, le Burundi, on les a fouettés. D'accord. Bon, le dernier match, le coach d'encadrement a été un peu laxiste. C'est-à-dire, comme Choupo et les autres étaient indisponibles, ils n'ont pas pris la fête très au sérieux. On a ramassé des gens comme ça. C'est après la défaite. Des gens comme ça. Si. C'est après maintenant qu'ils sont réveillés. Vous voyez que le recrutement qu'on a fait là maintenant n'a pas été fait au dernier match. Voilà. Donc maintenant là, on a fait un bon rappel. Et je suis sûr que le Burundi doit être en train de trembler parce qu'ils savent que ils risquent de ramasser 4-0. D'accord. Justement, pronostic. Et pourquoi? J'ai dit que quand Abou Chou est là, quand je prends son ratio de but, il est au moins 1,5 but par match sur les 2 dernières années. Quand Abou Chou est là, les buts vont pleuvoir. Moi, mon pronostic, c'est 2-0. En faveur du Cameroun? Au moins un but d'Aboubacar Vincent. En faveur du Cameroun, bien sûr. D'accord. Et le deuxième but de qui? Le deuxième but, ça peut venir même du milieu. D'accord. Il n'y a pas de problème. Pronostic Désiré Miligué. C'est 3-0. En faveur de? En faveur du Cameroun, bien sûr. Oui. Je sais qu'Aboubacar Vincent va marquer. Il y a Mbemo. D'accord. Et Choupo-Moting qui, très souvent, dans les matchs de circonstances comme celui-ci, n'a jamais manqué l'occasion de briller. D'accord, 3-0. Votre pronostic, docteur? 1-0, on ne se salit pas trop. D'accord, comme à l'aller.
Comment vous avez su? D'accord. Et but de qui? Mais Abou Chouchou, vous demandez encore comment? Qu'est-ce que vous demandez là? Maître. On dit que le petit poussin doit devenir grand, mais il faut que le bourdier attende d'abord. Ils auront un petit 4-0. D'accord. Et qui sont les joueurs? Mais je vous ai donné les noms des joueurs. Il y a Abou et il y a Choupo. En tout cas, toute l'attaque va marquer. D'accord. Merci en tout cas, Maître Emmanuel Achou, d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous, Pierre-Emmanuel Bignam. Merci également à vous, Désiré Mélingué, d'avoir été là. Maître Dr Marcel Simot, un plaisir de vous avoir comme toujours. Merci d'avoir été là. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision et bonne chance aux Lions Indomptables. Merci.